petit. Donc moi aussi, il faut que je colle le menton à ma barbiche. Donc, je voulais d'abord réinsister sur les conseillers consulaires, parce qu'on parle beaucoup de démocratie en France en ce moment, de représentation. Nous avons, quand on habite à l'étranger, nous avons des élus locaux. Je les ai contactés le 13 décembre, c'est-à-dire 3 jours après que le président de la République ait dit qu'il voulait faire un débat avec les maires en France. Je les ai contactés et j'ai dit, on ne savait pas encore à cette époque-là comment ça allait se faire, mais j'ai dit, voilà, il a fallu de temps en temps qu'on le rappelle, même aux ministres qui oublient qu'ils existent des fois, mais c'est très important de savoir quand nous avons des élus consulaires, c'est-à-dire des gens qui sont élus au suffrage universel localement dans toutes les capitales du monde. Il y en a 430, 40, merci, 443 sur la planète, et ce sont des élus locaux qui doivent faire leur travail d'élus locaux. Et puis il y a des élus nationaux comme moi qui essayent de faire leur travail d'élus nationaux. Ce soir, ce n'est pas le grand débat national. Voilà, j'aime bien commencer comme ça. Ce soir, ce n'est pas le grand débat national, parce que le grand débat national, dans une démocratie qui marche, c'est permanent. Il n'y a pas besoin de dire on fait le grand débat. Des citoyens, normalement, ils sont capables de discuter entre eux, ils sont capables de s'opposer. Voilà, ce n'est pas le grand débat national. Ce n'est pas le grand débat national aussi parce que le grand débat national, il ne s'arrête pas ce soir. Il n'a pas commencé ce soir. On a fait d'autres débats. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, de rassembler des gens, de débattre. L'an dernier, on avait fait un débat sur le budget de l'État. Voilà. Avant qu'il y ait des gilets jaunes, j'étais venu à Bucarest, où il y avait une vingtaine de personnes, qui était pas mal. Et on avait un prof de fac qui a expliqué comment marche le budget de l'État. Et puis après, on a débattu. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose qui commence ce soir. Et c'est surtout pas quelque chose qui s'arrête ce soir, en particulier personnellement pour chacun d'entre nous. Si ce soir, on est frustré, si on a... Il n'y a personne qui nous a compris, c'est tous des imbéciles. On a le droit et on a le devoir d'aller sur le site et de contribuer sur le site. Le site, il est ouvert encore une bonne semaine. Donc, il ne faut pas imaginer que ce soir, c'est le grand débat, c'est le soviet de Bucarest qui dit Bucarest a dit que, et puis après on regroupe Bucarest plus Belgrade, puis après les Balkans, etc., etc. Non, ce soir, le seul intérêt que ça a ce soir, c'est la confrontation. C'est-à-dire on a des idées, on ne pense pas pareil en France. Il y a des gens qui ne pensent pas pareil. Nous, on ne pense pas pareil. Mais que cette confrontation soit fraternelle. Voilà. La fraternité, c'est le troisième mot qui est marqué au fronton de nos mairies. Et c'est un mot qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier. Voilà. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi, mais nous avons un destin commun qu'il faut prendre en main. Et c'est ça qu'on fait ce soir. Ce soir, j'ai une idée tordue, et je vais voir ce que mon idée tordue, ce qu'en pensent les autres. C'est l'intérêt de ce soir, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on est là, pour écouter, pour se confronter, pour pas être d'accord, pour être d'accord aussi, hein, ça arrive quand même, mais c'est exactement ce qu'on fait. Quelques remarques sur ce que moi je dis. J'essaie de ne pas trop prendre la parole. Je prends la parole dans deux cas. Soit quand vous me posez une question directe, parce que ça arrive dans les débats que je fais, que quelqu'un ait envie de savoir ce que pense le député de ce sujet, ou pourquoi il a voté comme ci, ou pourquoi il a voté comme ça. Là, je réponds, évidemment, je ne me défile pas. Et deuxièmement, quand il y a, mais ça tous les élus m'aident, quand il y a des gens qui disent des choses, une contribution qui serait un petit peu surréaliste, voilà, je prends toujours cet exemple que j'aime bien, c'est qu'il y a une contribution très généreuse à Francfort, je crois, où quelqu'un disait puisque les députés gagnent 16 000 € par mois, il faudrait qu'ils diminuent à 15 000 et qu'ils mettent 1 000 dans un fonds. Voilà. Donc j'ai quand même levé la main en disant que je ne gagnais pas 16 000 € par mois qu'un député. D'abord, ce qu'il gagne, c'est public et que c'est 5 700 imposables. Voilà. Donc quand je sens qu'on dérive et qu'on va dans des choses où je peux ramener un peu de réalité, je le fais. Ça se passe rarement, mais je le fais. Ensuite, comment on va fonctionner? C'est Benoît qui modère, c'est-à-dire qui fera passer le micro, qui fera passer la parole, qui gérera le débat ce soir. Et nous avons deux scribes, donc Johan qui est ici et Christian qui est là. Je suis très attentif à deux choses dans ces débats. C'est la modération, donc voilà, il m'arrive je veille à ce que le modérateur soit quelqu'un qui est capable de le faire. Et deuxièmement, le compte-rendu. Donc, tous les débats auxquels j'ai participé, le verbatim est sur mon site et sur le site du Grand Débat. Je ne fais pas de synthèse, parce que ça prend plus de temps de faire court que de mettre le verbatim tel qu'il est. Mais on remonte
tout ce qui est dit, toutes les contributions qui sont dites, et évidemment, elles sont remontées dans la case débat du tel jour à Bucarest. Voilà. Mais ça ne vous empêche pas, encore une fois, de continuer. Je crois que j'ai tout dit. On fait 2 heures et on essaye d'arrêter au bout de 2 heures. Ce n'est pas la peine de prolonger au-delà des forces des uns et des autres. Voilà. Benoît, à toi. Bon, merci de cette confiance. Merci d'être venu d'abord. L'idée pour ce débat, c'est donc de faire 2 heures. Il est 19h20, donc jusqu'à 21h20 maximum. On va faire comme on a fait au premier débat, c'est-à-dire qu'on va essayer de donner la parole à chacun. Et donc Johan qui note et Christian en même temps va essayer de grouper un petit peu les thèmes que vous souhaitez aborder. Et ensuite, on reprendra les thèmes qui s'imposent. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois effectivement aborder toutes les questions, donc on préfère, j'allais dire, pour prendre toute la liste des questions qui n'en finit pas, discuter des sujets qui vous intéressent. Donc le plus simple, c'est de vous donner tout de suite la parole et de vous dire quel thème vous voudriez voir abordé concernant la démocratie, le vote, l'écologie, j'en oublie en tout cas certainement, mais la parole part d'ici et puis on va passer au suivant. Si vous voulez juste vous présenter. Et puis, bonsoir, Stéphane Ataman. Alors, plusieurs questions. Déjà, il y a eu un débat sur le vote blanc. Il faut prendre en compte ça parce que quand on vote et on vote blanc, c'est qu'on ne veut pas éviter le vote, mais on veut quand même dire qu'on n'est pas content. Donc, je ne sais pas si ça a été... J'ai vu même des pétitions, des choses comme ça. Est-ce que ça a été pris en compte? Est-ce que c'est ignoré, etc. Bon, une deuxième question plus large, c'est l'Europe. On va vers où? Parce que bon, il y a des forces qui tirent un peu partout et n'importe où. Et une troisième question, c'est ça, c'est un peu, je ne sais pas si ça concerne le débat, c'est un peu comment on va taxer les non-résidents. Alors, il y a une loi 197A, je pense, du CSG qui dit qu'on doit être taxé à un minimum 20%. Peu importe la situation. Alors, je voulais savoir si... Je pense que ça a été mis en discussion, mais je ne sais pas où on est. Et voilà, je m'arrête. Oui, bonsoir. Voilà, moi je suis un peu surpris qu'on continue à avoir autant de députés, excusez-moi, et de parlementaires, parce que parlementaires européens... je crois savoir 577 députés, plus les sénateurs. Je trouve que ça fait beaucoup, moi, voilà. Et je pense que même s'ils seraient doublés, c'est pas pour ça qu'on réformerait la France, quoi. Voilà. D'accord, problème de représentation. Merci. Non, vous voulez pas parler? Bonjour, je m'appelle Valentin. Les 2 thèmes qui m'intéresseraient pour discuter aujourd'hui, c'est l'écologie et l'Europe. Parce qu'en tant que citoyen français vivant en Europe, les problématiques mondiales me touchent plus que les autres. D'accord. Transition écologique, quel thème particulièrement? Transition ou pas, écologie en général. Écologie en général, d'accord. C'est-à-dire l'écologie, ça existe depuis toujours. Tout à fait. Attends, on va faire le tour. Non, je commence, c'est plus simple d'avoir 2 micros. Ouais. Donc bonsoir Guillaume, moi c'est pareil, la transition écologique, parce qu'on voit des effets d'annonce et la réalité est complètement différente. Donc voilà, ce sera un thème important à aborder. Alors, ce qui est important aussi, c'est de parler, il y a des constats, il y a des propositions aussi. Donc si vous avez des propositions, on fera aussi les mettre en avant. Qui passe par ici? Allez-y. Non. Ah, il n'y a pas eu. Monsieur, il n'a pas eu là-bas. Donc pour moi, il y a deux sujets qui m'intéressent. Donc je rejoins le sujet sur l'écologie. Donc comment marier l'économie avec l'écologie. Donc bon, je ne sais pas si ça rejoint exactement les 2 personnes, mais l'écologie. Et le deuxième sujet, c'est le système d'élection. Avec le niveau de représentation des idées de chacun après un tour électoral. Voilà, c'est les 2 sujets qui m'intéresseraient ce soir. D'accord. Bonsoir. Moi, les 2 sujets qui m'intéresseraient seraient l'écologie et aussi, comme on est tous expatriés ici dans la salle, j'aimerais savoir comment est-ce que les gens voient le futur de l'expatriation lorsque l'on voit toutes les frontières qui se ferment
dans l'Europe. Alors bon, c'est pas encore une réalité, mais on sent qu'il y a une certaine tendance. D'accord, merci. Et encore là-bas. Bonsoir Lucas, et je souhaiterais parler de la transition énergétique au service de l'écologie et d'une transformation de l'économie pour pouvoir faire face aux enjeux auxquels on est confronté en ce début de siècle. Merci. Moi, en fait, Didier, j'ai en fait deux sujets. Le premier, c'est merci. C'est lié aussi à l'écologie. On l'a un petit peu abordé dans le premier débat. C'est la situation écologique fera qu'il y aura des millions de gens qui vont être délocalisés. Ils ne viendront pas de zones de guerre, ils viendront de zones climatiques dévastées. On devra gérer ça. L'expérience de la dernière fois, on a essayé de gérer un mouvement d'une ampleur qui était même inférieure. Ça n'a pas été vraiment un grand succès. Et je suis un peu inquiet du fait qu'on n'ait aucune approche européenne commune dans ce genre de choses-là. Maintenant, le deuxième sujet qui est aussi un peu lié, c'est, on est expatrié, on voit un peu de loin les gilets jaunes, les crises, les tensions. Mais ce que j'entends beaucoup, c'est des propositions de solutions locales. Et je pense que, honnêtement, une solution viendra par l'Europe. Elle ne viendra pas seulement par la France. La France n'est pas seule au monde. Elle est en train de se regarder le nombril. Il faudra peut-être qu'on ouvre un moyen d'ouvrir le débat pour vraiment chercher une solution plus globale et donc plus pérenne. Merci. Côté, non ? Moi, je suis venue ici parce qu'on reproche souvent aux jeunes d'être inactifs, de rien faire, etc. Et du coup, je voulais voir plus précisément ce qu'on nous reprochait. Merci d'être là, en tout cas. Merci d'être présent, en tout cas. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole à droite ? Non ? Ici, bien sûr, oui. Bonsoir. Moi, je rejoins les autres aussi sur l'écologie et j'ai entendu dire que la question de la fiscalité avait été assez peu abordée et moi, c'est une question qui m'intéresse assez. La fiscalité, mais dans quel point ? Pour les Français d'étranger, en France ? D'accord. Les transferts, l'évasion fiscale, d'accord. Bonsoir. Olivier de Rapécou, je suis le propriétaire de ce petit établissement breton. Ce que j'aimerais débattre peut-être ce soir, c'est également la réforme de la législation du travail, qui est un débat dont on parle sans vraiment en parler depuis une bonne vingtaine d'années. Comment inciter les gens à faire un effort, à travailler, et par ricochet le système d'assistance sociale aussi en France, qui est aussi un sujet un petit peu, je pense, épineux. Voilà. Merci. La parole. Bonsoir, Jean-Christophe. Moi, j'aurais aimé que l'on puisse parler de l'immigration. C'est un sujet qui semble un petit peu tabou, mais il faut que l'on puisse l'aborder le mieux possible, puisque, en tant qu'immigrés nous-mêmes, et voir exactement ce qu'il en est de l'immigration que l'on a en France. Mais non seulement ça, pour revenir aussi sur ce que disait Olivier, l'immigration qui va se passer au fur et à mesure que l'on doit arriver à juguler, je pense. Didier. D'accord, il y a encore d'autres personnes qui ont pris la parole. Oui, bonsoir. Je m'appelle Patrick. J'ai l'habitude en général de gérer des sociétés, donc je vois un peu les choses par une lorgnette un peu plus étroite. Ce qui m'a surpris, je pense que ça a surpris tout le monde, c'est l'ampleur du mouvement des Gilets jaunes, qui en fait aujourd'hui se réduit beaucoup, mais qui était quand même avalisé par 75% des Français et 50% par la suite. Ce qui veut dire que même si les réclamations n'étaient pas les mêmes pour tout le monde, il y avait un fond commun. Et chaque fois qu'on a parlé de fonds communs, on a parlé de 30 ans d'arriérés. En ayant beaucoup voyagé et aussi en ayant travaillé souvent à l'étranger, je m'aperçois qu'en France, le niveau de prestations que les Français ont en moyenne
est très élevé. Même si l'hôpital aujourd'hui descend, les soins en France sont exceptionnels. Même si l'école n'est pas toujours performante, elle forme des millions de gens. On a quand même des écoles supérieures parmi les meilleures au monde. On a un système de protection sociale en France pour les Français. Quand on s'aperçoit, par exemple, quand on compare avec la Roumanie, qui est un pays de l'Europe qui est exceptionnel, les gens qui réclament veulent encore plus. Et nous sommes le pays qui sommes le plus taxé au monde, ce qui fait que la plupart des sociétés essayent de trouver des solutions ailleurs ou emploient des gens ailleurs ou s'en vont puisque nous sommes déjà au maximum. Le système immobilier, par exemple, aujourd'hui, la taxation immobilière en France, on est au 35e rang. Taxation des sociétés, on n'est pas loin d'être les derniers. Taxation individuelle, on est au maximum. Donc, ma question était, puisque j'ai des élus, comment peut-on donner plus, même s'il y a des vrais besoins, alors qu'on est déjà au maximum de ce que l'on ponctionne? Quelle est la solution? Les gens veulent plus, ils veulent payer moins d'impôts, ils veulent plus de services. Donc, en tant que gérant, moi, de société, je n'aurais pas la solution. Si on veut plus avec moins, donc ma question, c'est, je suis étonné et je voulais savoir la position que pouvaient avoir des élus face à ça. Demander plus d'écologie, c'est bien, mais si vous allez en Afrique, par exemple, vous apercevez que les gens ils vivent dans la misère, mais il vaut mieux boire un peu d'eau qui n'est pas que de mourir. Mais les gens qui n'ont pas voyagé, ils pensent que l'eau qu'ils ont au robinet, elle est normale. Et c'est pas normal. Avoir de l'eau, avoir des routes, c'est pas forcément normal. C'est un effort. Nous sommes déjà à un niveau élevé. On veut garder ce niveau, on veut plus et on veut payer moins. Et les gens voudraient qu'on fasse payer plus et déjà la taxation est maximum. Donc je ne vois pas comment cette quadrature du cercle pourra être résolue. C'était ma question. Merci. On va poursuivre derrière, parce qu'il y a des nouveaux arrivants. Bruno, peut-être, veut dire un mot? Non? Bien. Madame, derrière? Allez, passe le micro. Patrick, s'il te plaît, si tu peux passer le micro, derrière. Je suis arrivée très en retard, donc je m'excuse. Le sujet que j'ai profité du débat en ligne pour contribuer, mais ce que j'ai trouvé dommage dans le débat en ligne, c'est que les questions étaient très fermées. Et il y en a une qu'on voit pas et qui pour moi est très importante, c'est l'efficience de la dépense publique. C'est pas tellement dépenser moins qui m'importe, c'est dépenser mieux. Et je voudrais savoir ce qui va être proposé et fait dans ce sens. Comment on va pouvoir. Je trouve qu'il y a encore beaucoup à gagner. Et on a trop d'exemples de dépenses inappropriées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dépenser mieux? Pas moins, mais mieux. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut aborder un sujet qui n'est pas abordé par ici? Non? Voilà, je vais me tourner vers les scribes. Une petite une intervention? Non, garde le micro. Très bien. Donc d'après moi, ce que je vois, il y a deux sujets qui se détachent, hein, a priori. Il y a des sujets donc, de transition énergétique et des sujets, j'allais dire, qui sont liés à la fiscalité ou dépenser mieux, enfin, offrir plus, dépenser moins, la fiscalité, l'évasion fiscale, les comptes publics. Bon, il y a peut-être deux sujets à traiter en priorité. Concernant représentativité, on a parlé du vote blanc, peut-être du vote obligatoire, qui est souvent lié à vote blanc, vote obligatoire, parce que c'est une vraie proposition. Ce qui est clair aussi, je vous le dis ce soir, je vous le répète, vous pouvez bien sûr faire de vos contributions en direct sur le site, comme vous en parliez, parce que parfois on ne fait pas des comptes rendus, des synthèses forcément fidèles, donc vous pouvez individuellement faire votre proposition. Concernant la représentation énergétique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poursuivre, faire une proposition sur la transition, qui veut reprendre la parole sur ce sujet? On va essayer de se garder un quart d'heure là-dessus, sur le risque, parce qu'on parlait d'immigration aussi, mais une immigration forcée aussi, qui peut être provoquée par des problèmes climatiques. Est-ce qu'il y a des propositions que vous voulez faire, que vous voulez mettre en avant sur des changements d'attitude, sur des changements? Je répondrai à la fin. Des questions aux élus, je le ferai à la fin.
Bon, à la fin alors. Allez, on reprend le micro. Merci. Alors moi en fait, j'étais un peu choqué quand j'ai vu récemment qu'on avait autorisé Total à importer encore plus d'huile de palme pour produire un soi-disant biodiesel en France, alors qu'on sait très bien que l'huile de palme est quelque chose qui est complètement anti-écologique. Ça détruit complètement la forêt tropicale qui est un réservoir de carbone. Ok, on fait soi-disant du biodiesel en France, mais on détruit la forêt tropicale ailleurs. Et ça, c'est un problème. Et pour moi, tout ce qui est huile de palme devrait être strictement interdit à l'import en France. On ne peut pas continuer comme ça à faire d'un côté bien et de l'autre côté à détruire 2 fois plus que ce qu'on fait mieux de l'autre côté. C'est pas possible. Et il y a beaucoup de cas où c'est comme ça. Par exemple, le problème des gilets jaunes au départ est parti de la fiscalité sur le carburant. Ok, j'ai besoin de prendre ma voiture parce que j'habite à la campagne pour aller en ville à mon travail ou pour aller faire mes courses. Et j'ai un petit salaire, donc ça m'impacte beaucoup. Mais en parallèle, on ne peut pas continuer à consommer autant de carburant et à prendre ma voiture pour aller chercher ma baguette de pain au bout de la rue. Et ça, c'est un fait général. Pour avancer, il y a un certain nombre de restrictions qui doivent être prises, notamment par rapport aux multinationales qui respectent en rien du tout la nature. Et si on ne prend pas des mesures fortes à un moment, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est clair. Ok, il y a un impact local sur un certain nombre d'actions qui sont notamment prises par les mairies au niveau local. Mais au niveau national, je pense que le président et l'Assemblée nationale devraient prendre un certain nombre de mesures fortes. Et ce n'est pas en autorisant plus d'huile de palme qu'on répond à ces problèmes-là. C'est clair qu'on va dans le sens inverse. Voilà. Merci. Il y a une autre intervention. J'ai oublié de parler de l'Europe aussi, parce que parfois ces problèmes-là, ces problématiques sont quand même à traiter au niveau européen, je pense. Et l'Europe est apparue dans le premier tour qu'on a fait. J'ai la parole. Je voudrais poursuivre sur ce qui vient d'être dit. Une des pratiques actuelles, c'est la compensation écologique. C'est-à-dire qu'on autorise les gens à polluer tant qu'ils payent pour... plus haut. Donc les gens ont le droit de polluer tant qu'ils payent pour compenser leur empreinte écologique. Typiquement, il y a 2 mois, je reçois un message d'Air France pour me dire « Vous avez voyagé France-Bucarest, ça vous coûte tant d'impact carbone, payez 20 € pour planter des arbres, je ne sais plus, au Guatemala. » Donc j'ai le droit de polluer en Europe si je construis des arbres au Guatemala. L'écologie, c'est un problème global. Là, c'est marcher sur la tête, vraiment. Et ce dispositif-là est encouragé par l'État français. Enfin, ça vient des États-Unis, mais encouragé par l'État français. Je trouve que c'est aberrant. Dire, on a le droit de polluer tant qu'on paye. Pollueur-payeur, le principe pollueur-payeur. Enfin, dire qui peut polluer après. Enfin, là, on arrive sur des problématiques de démocratie qui sont... c'est autre chose, mais je trouve que l'écologie, comme ce qui vient d'être dit, c'est pas parce que je fais à droite quelque chose et je fais à gauche, j'annule. Macron a très bien fait ça, il a interdit Notre-Dame-des-Landes et après il a dit on va faire une mine d'or en Guyane. Enfin non, l'écologie c'est pas ça. Voilà, ça c'est un peu un coup de gueule. La compensation écologique, ça a l'air bien sur le papier, on veut faire ça depuis les années 70, mais on n'a rien changé au problème actuel. Et quelle proposition ? Annuler la possibilité pour les entreprises ou quiconque de se dire j'ai le droit de construire tant que je paye. Enfin, j'ai le droit de polluer tant que je paye. C'est aberrant. On détruit pour reconstruire quelque chose d'autre. Enfin, je fais un voyage en avion et on va me proposer de planter des arbres. Mais on devrait voyager moins, oui. Enfin, on est sur la question d'efficience. Est-ce qu'on a besoin de voyager tous les mois pour faire Paris-Bucarest ? On pourrait dormir plus, mais voilà, on est habitué à un niveau de confort qui est un niveau de pollution. C'est peut-être remettre en cause notre niveau de vie, mais si c'est pour protéger la planète, ça me paraît être une cause juste. D'accord, il y a aussi une intervention ici, à droite, de Didier. Merci. Alors d'abord, je voudrais réagir un peu. Le principe du pollueur-payeur, c'était pas je paye pour pouvoir polluer, c'était je pollue, donc je paye pour corriger. C'était ça à l'origine quand même. Ce qui est déjà était un peu moins bizarre quand même. Mais pour moi, le problème, c'est que l'écologie, c'est... Je fais partie des gens qui sont suffisamment vieux pour avoir connu la crise de pétrole des années 70. Je ne sais pas si
vous vous rappelez de la température qu'on avait dans les appartements avant et la température qu'on avait après. Avant, il était normal d'avoir 22, après, il était normal d'avoir 18. Et c'est passé comment ? Dans les écoles, on nous a dit, vous savez, la température dans les appartements, normalement, c'est 18. Et en fait, toute transition passera par l'éducation de nos enfants. C'est par eux que ça viendra. Ça viendra pas maintenant, ça viendra dans les prochaines générations. On ne va pas changer toutes nos habitudes maintenant. Alors je ne dis pas ça pour défendre nos habitudes. Je dis juste que c'est un constat. On ne va pas changer. C'est pas à 40 ans qu'on apprend à un vieux singe à faire des grimaces. Donc, on ne va pas changer tout d'un coup. Mais par contre, les jeunes, il faut dès maintenant commencer à leur apprendre les nouvelles habitudes. Le gâchis alimentaire, c'est pas normal. De prendre la voiture pour aller chercher le pain à 50 mètres, c'est pas normal. Et bien tout ça, ça s'apprendra seulement en aidant nos jeunes à le comprendre et à l'intégrer dans leur culture. Pas en mettant des lois. Je ne vois pas un gouvernement qui fera une loi disant vous n'avez pas le droit de prendre la voiture moins de 50 mètres. Donc, il y a des choses qu'il faudra qu'on amène nous-mêmes et qu'il faudra qu'on change. Et là, l'école et l'éducation nationale a un gros rôle à jouer. Et pour l'instant, on ne voit pas encore ça, malheureusement. Et ce qu'on fait pas maintenant, si ce qu'on fait maintenant aura un impact dans 20 ans, si on ne le fait pas aujourd'hui, il va falloir attendre 25 ans pour que ça ait un impact. Et il commence à être tard. Donc ma proposition, c'est qu'il y ait plus de choses au niveau de la jeunesse pour les éduquer, pour les motiver, pour leur faire comprendre, pour intégrer dans leur culture, parce qu'aujourd'hui c'est ça, c'est intégrer dans leur culture et leurs habitudes les bons réflexes écologiques. On avait parlé, je crois que c'est vous qui avez parlé de ça d'ailleurs, d'un service écologique. C'était quelqu'un qui était à côté de vous. Mais effectivement, on parle d'un service national de quelques mois pour apprendre le civisme. Superbe, je suis tout à fait d'accord, c'est très bien. Mais en plus, pour apprendre un service écologique, c'est génial, ça serait génial. On peut vraiment utiliser les outils qu'on a et pousser à ce que les prochaines générations relèvent le flambeau et fassent ce que nous, on n'a pas su faire. D'accord, donc une prise de conscience écologique dès l'éducation. Un petit mot peut-être oui, alors je rejoindrai ce qu'a dit notre concitoyen par rapport à la conscientisation et sur la conscientisation par rapport à ces problématiques-là. Par contre, j'irais par rapport au fait de la non-urgence de la situation, j'aimerais quand même rappeler, échanger avec vous là-dessus. En 2006, donc on a les autorités internationales spécialistes du pétrole qui nous ont communiqué qu'en 2006 a été franchi le pic pétrolier conventionnel. On a également l'État américain qui, s'il veut poursuivre sa croissance au taux actuel, doit multiplier par 3 sa consommation de gaz de schiste d'ici 2025. Et dans tous les cas, à 2025, il va atteindre un pic et commencer à s'effondrer s'il ne trouve pas un autre modèle économique, un autre modèle de production avec une densité énergétique comparable. Et aussi, j'aimerais donc demander si vous ne pensez pas qu'il serait peut-être temps maintenant, alors qu'on sait qu'on est au niveau de l'exponentielle, on est arrivé au plateau, on s'apprête à être sur une exponentielle décroissante. Est-ce que ce n'est pas temps d'utiliser cette densité énergétique importante pour pouvoir reconstruire un nouveau modèle économique viable sans passer par une chute démographique importante et des vagues de migration qu'on ne saurait pas gérer étant donné que nous-mêmes serions dans une panade importante. D'accord. Encore un mot, Didier, là-dessus ? Là, je voudrais juste rebondir aussi. On avait mis en place les droits de polluer, notamment pour les cimentiers. C'était les droits carbone, etc. On avait dit ça va atteindre les 100 €. Ça va être génial, ils ne vont pas pouvoir polluer à cause de ça. En définitive, les droits à polluer, on leur a donné tellement que d'abord le prix s'est écroulé. On n'a donc pas pu financer avec des tas de projets d'innovation technologique. Là, il y avait un projet européen pour financer 12 milliards d'innovation technologique dans le domaine des énergies renouvelables. Ce projet a été annulé simplement parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et le droit à polluer n'était pas à 100 €, il était à 6. Et en fait, ça n'a été qu'une très bonne affaire financière pour les pollueurs. Ils en ont fait un tas de fric. Ils en avaient tellement qu'ils pouvaient le vendre à qui en voulait. Ça, c'est vraiment le truc à éviter dans le futur. On ne doit absolument pas mettre de système
qui va permettre aux gens de faire du fric sur la pollution. Et ça, ça a été une erreur. Il faut la reconnaître et il faut en tirer les conséquences. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas. Les certificats verts, c'est pas franchement mieux. D'accord. Enfin, les erreurs, on en a fait beaucoup, hein, parce que moi, je sais que je vais juste intervenir pour dire que pendant des années, on nous a fait acheter des voitures diesel en disant que c'était magnifique en France. Hein. D'ailleurs, c'est le seul pays où le prix du diesel est moins cher que le prix de l'essence normale. Et maintenant, on se rend compte que donc, parfois, on ne dit pas toujours la vérité et on s'aperçoit qu'on fait quand même beaucoup de bêtises. Vous voulez dire un petit mot, parce que je vois avec le micro, non? Encore un mot? Je voulais juste réagir par rapport à l'éducation. Oui, effectivement, l'éducation est importante. Ça vient de l'éducation nationale, mais ça vient aussi d'un certain nombre d'initiatives locales, notamment les mairies. Mais à côté de ça, il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être prises au très court terme par le gouvernement pour avancer sur un certain nombre de choses. Par exemple, c'est très bien, on a interdit un certain nombre d'objets plastiques à usage unique. On pourrait très bien demain interdire l'huile de palme. L'huile de palme, pourquoi est-ce qu'elle est utilisée? Elle est utilisée parce qu'elle est demandée par l'industrie agroalimentaire, par les lobbies de l'industrie alimentaire. C'est pas, ils le savaient très bien ne pas l'utiliser avant, ils peuvent très bien s'en passer demain. Et il y a un certain nombre de points comme ça qu'on peut faire très rapidement. Après, oui, il y a l'éducation à long terme, il y a un certain nombre d'investissements à moyen terme qu'il faut faire, mais si le gouvernement a la volonté, il peut le faire. D'accord. Une autre intervention sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour acheter du Nesquik en plastique. Hein. Demain, c'est fini, puisqu'ils ont décidé de retirer tout le plastique, et donc ça va dans la bonne voie. Une intervention sur le sujet, oui. Oui, pour rebondir donc sur l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, il faut voir ça comme, j'imagine qu'il faut voir ça comme des flux physiques qui partent d'un système à un autre système. Et on a un défi, c'est qu'on a une démographie en croissance. Alors, pas en Europe, parce que de la même manière, notre croissance est surtout liée à l'immigration plus qu'aux naissances. Mais on a des continents comme l'Afrique qui sont en croissance rapide, et on a des flux physiques qui sont insuffisants, qui se dirigent des pays producteurs vers les pays où la croissance démographique est forte. Et j'estime qu'on a un modèle agroalimentaire qui, en fait, ne vise pas à nourrir toute la population, vise à nourrir essentiellement certaines populations d'une manière qui leur convient pour être concurrentiellement intéressant. Et par exemple, lorsque on sait qu'un kilogramme de bœuf en fait, nécessite 16 000 litres d'eau, ou qu'on sait que la production de notre paquet Nutella va faire qu'on va utiliser certaines terres arables qui sont quasiment toutes utilisées sur Terre pour pouvoir faire pousser de l'huile de palme plutôt que des céréales pour nourrir avec des sucres lents une population. J'aimerais savoir si au niveau gouvernemental ou si vous, dans votre entourage, vous savez si des pistes sont envisagées pour ce futur où on va avoir besoin de produire différemment pour pouvoir nourrir tout le monde, plutôt qu'éviter de voir les gens mourir devant nous. J'ai pas la réponse, hein. C'est pas moi qui vais vous répondre. Vous voulez intervenir? Oui, je voulais intervenir sur le sens de l'écologie, mais l'écologie aussi qui fait que, pour rebondir sur l'immigration, depuis pas mal de temps, depuis, je pense, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a rien fait pour développer et pour aider les pays africains ou les pays du Moyen-Orient. Et il y a une solution qui est simple. On le sait tous, mais il n'y a personne qui le fait. C'est d'aider ces pays-là à travailler chez eux. Et ça évitera, bien entendu, toutes les migrations. Pas toutes, mais au moins la plupart. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui? Au niveau français, on a travaillé un petit peu. Des aides humanitaires. Au niveau européen, rien du tout. Les Américains ont travaillé un peu. Les Chinois sont en train de développer. Beaucoup. Mais nous, on ne fait rien. Donc la proposition, moi j'ai une proposition justement pour éviter ces vagues migratoires, c'est de leur donner du travail chez eux. Parce qu'on sait très bien que là où on est le mieux, c'est chez soi. Ces gens-là, malheureusement, ils viennent chez nous, ils viennent d'ailleurs, mais pour trouver du travail, pour financer certaines choses, pour avoir une meilleure vie. Mais si on leur donne la possibilité d'avoir cette vie-là chez eux, vous croyez qu'ils vont partir? J'en suis pas convaincu. Donc, c'est une proposition. Je pense que faire en sorte de leur donner du travail là où ils sont, tout simplement. Accentuer la coopération, on va dire. Coopération et développement.
Est-ce que je me prends la parole, oui? Je comprends à peu près, enfin je pense comprendre en tout cas ce que vous dites. Après, malheureusement, j'ai le sentiment, moi en tout cas, que on serait obligé de passer par une forme d'ingérence politique, ce qui a déjà été le cas avant, qui n'a pas forcément toujours porté ses fruits. Et si aujourd'hui c'est le bazar dans certaines régions comme l'Afrique, c'est quand même parce qu'on a été très présent avant politiquement. Je suis pas sûre que les conséquences aujourd'hui soient positives. D'ailleurs, c'est ce que vous venez de citer. On a été présent au niveau politique. On n'avait pas été présent au niveau de l'aide qu'on devait apporter. Uniquement, c'était juste pour prendre ce qu'il y avait à prendre. C'est pas ça, en fait. Ce que l'on a à faire, c'est aider ces gens-là à faire ce qu'il y a à faire. Alors, on va donner la parole à Frédéric Petit. Là, je reviens sur ce qu'on appelle l'aide publique au développement. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire comment la France, l'Europe aide l'Afrique. Si vous avez lu le texte d'Emmanuel Macron ce matin, il en parle. Alors, bon, dire qu'on n'a rien fait, on n'est pas très efficace, sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je tiens juste à vous redonner quelques éléments là-dessus. D'abord, l'aide publique au développement, elle est fixée au plan mondial par une règle internationale qui dit que chaque pays développé doit donner aux pays d'Afrique, aux pays en développement qui sont listés 0,75% de son PIB. La France, on est à 0,37. On s'est engagé pendant ce mandat à arriver à 0,55, ce qui représentera à peu près 10 milliards de plus par an. Donc ça, c'est quelque chose qui est en route, qui a démarré cette année, qui est actuel. La deuxième chose, pour répondre à votre question sur l'ingérence, là vous retardez un peu quand même, parce qu'on est capable maintenant dans les notions de multilatéralisme de travailler avec les pays en question sur des choses qui ne sont pas de l'ingérence, puisque c'est ce qu'on fait au Mali aujourd'hui. C'est quelque chose qui est fait avec les Maliens, même avec les régions maliennes, etc. Donc je dis pas que tout est bien, je dis pas que tout est parfait, mais on sait comment aider, on le fait pas systématiquement, on sait comment aider les 23 pays prioritaires sans faire d'ingérence, en reconnaissant et en aidant. Une aide, c'est on aide à faire des puits, en même temps on aide nos policiers viennent aider la police locale à faire de la sécurité, parce que c'est pas parce qu'il y a de l'eau, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas d'eau. Donc on commence à savoir faire ça. Et troisièmement, on a aussi une grosse évolution dont on parle peu, mais qui est une priorité de notre mandat, c'est qu'avant, cette aide en France était à 90% en prêt et pas en don, et on est en train de revenir à moitié don, moitié prêt. Donc, ce qui fait que non seulement on va donner plus, mais en plus on va donner plus de façon beaucoup plus, je dirais, désintéressée et surtout beaucoup plus efficace. Voilà, je voulais juste intervenir sur ce sujet-là. Ce qui serait intéressant aussi... Non, mais un petit peu. Non, ce qui serait intéressant surtout, c'est de pouvoir créer des emplois, tout simplement, et d'avoir justement un retour aussi, puisque bon, c'est là l'intérêt quelque part. Mais jusqu'à maintenant, ça voudrait dire aussi éradiquer la corruption qui existe dans les pays qui sont les pays africains. Donc on connaît bien ici aussi ce qui se passe. Voilà. Donc, mais il y aurait des tas de possibilités. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Excusez-moi, mais si je peux dire juste un petit mot. Parce que vous avez prononcé un mot là qui... moi, je suis français, mais je suis aussi roumain. Et la corruption, c'est un fléau ici, c'est un fléau dans beaucoup de pays. Et au-delà du vœu excellent et tout à fait louable de créer des emplois et d'aider ces pays-là, ma question, c'est concrètement, comment fait-on pour que cette aide-là, absolument réelle et palpable, arrive aux gens qui en ont besoin et ne s'arrête pas aux élites? Parce que c'est quand même une question concrète et pratique. Donc comment fait-on pour créer des emplois là-bas et comment fait-on concrètement pour les aider? Parce que, ok, théoriquement ça marche, mais... En pratique, ça n'existe pas. Il faut passer par des chefs. Il n'y a que les Chinois qui ont compris. Les Chinois, ils achètent. C'est-à-dire une terre qui vaut 100, il la paye 1000. Le problème est comment on fait ici? Comment on fait ici? Ben voilà. Vous pensez qu'on a trouvé la solution? Moi, j'ai pas l'impression. Mais je sais pas. A priori, ça n'arrive pas là où il faut. Ben non, ça n'arrive pas. Voilà. Et même si nos gouvernants nous disent qu'effectivement, le niveau de vie a augmenté ces dernières années, l'immigration n'a jamais été aussi forte. Et pourquoi? Parce que justement, le fléau, c'est la corruption.
et la corruption qui prend des formes absolument insidieuses. Et tant qu'un citoyen ne se sent pas en sécurité et protégé et dans un état de droit, et ben, même si son niveau de vie, théoriquement, il augmente, il va aller ailleurs, dans un état de droit, justement. Et c'est ce qui manque ici. C'est une évidence. Moi aussi, je suis chef d'entreprise en Roumanie. J'ai financé tout par mes propres moyens, aucun problème. Je sais exactement ce qu'il en est. Donc, il y a des tas de choses à changer, mais on ne veut pas s'y attaquer, ici, ni ailleurs. Bon, on va passer peut-être à un autre... Ouais, on va essayer, parce que il y a surtout... je pense que les problèmes de corruption, de toute façon, ne sont pas propres ni à la France ni à la Roumanie, peut-être même à l'Europe. On peut parler d'Europe, puisqu'il y avait beaucoup de souhaits de parler d'Europe, d'une Europe qui pourrait peut-être... On a parlé d'Afrique, mais parlons un petit peu d'Europe, puisque c'était quand même une volonté de savoir, il y a quand même une élection européenne importante qui se prépare là, dans quelques mois. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur le sujet européen, qu'est-ce que pourrait mieux faire avancer l'Europe? Est-ce qu'on a une vocation européenne à défendre? Est-ce qu'il y a des propositions à faire pour que ça aille mieux? Encore Didier? Oui, encore. Et toujours Didier. Mais avec plaisir. Non, tout le monde peut parler. Hein. On a aujourd'hui en France un chômage qui est endémique. C'est plutôt pandémique d'ailleurs. On est à combien aujourd'hui? On est à 8,5 ou 9? Bon, disons 8,5, allez par là. 8,5, 9. 9%. Ok. En zone euro, on est à combien? 6,5? 7. 7%, ouais, un peu moins. En zone euro. En Europe, on est même encore un petit peu en dessous. Hein. Donc, juste une question, pourquoi on n'a pas encore développé la conscience européenne qui nous permet de profiter de cet effet de moyenne? Parce qu'aujourd'hui, cette moyenne, elle est juste calculée, c'est un chiffre, et elle n'a aucune réalité, en tout cas pour les Français. Mais il y a une opportunité ici de développer une conscience européenne qui va effectivement amener un certain flux de personnes entre les pays. Mais si on veut vraiment développer l'Europe, c'est peut-être le moment de globaliser le marché du travail. On n'arrête pas d'en parler. Mais le marché du travail globalisé, c'est pas seulement amener la main-d'œuvre bon marché d'un endroit à l'autre. C'est aussi globaliser le marché du travail pour tous les pays. Profiter de cet effet de moyenne. Donc sur l'espace européen, c'est ça? Ouais. D'accord. Tant qu'à faire, autant construire l'Europe. Hein. Oui, non, tout à fait, de toute façon. Un jour ou l'autre. En Tchéquie, c'est 0, par exemple, ou à peu près. Donc, non, parce qu'il y a beaucoup de pays, on essaie toujours de penser le chômage à travers la France, qui est quand même le moins bon élève de la classe. Donc peut-être qu'il faut s'inspirer aussi de ce qui se passe un peu partout en Europe. Et concernant l'Europe, effectivement, le fait d'avoir un espace commun a permis quand même de régler beaucoup de choses. Enfin, je pense qu'au niveau du travail, des réglementations du travail avancent tout de même s'il y a beaucoup de choses à faire. La vie, en tout cas, a bien changé en Roumanie depuis que la Roumanie a adhéré à l'Europe. Moi, je vis ici depuis 27 ans et je m'aperçois qu'effectivement, l'ambition européenne et le goût européen a quand même changé énormément de choses dans le quotidien de tout le monde. On a oublié en France que le quotidien a changé depuis qu'on est dans l'Union européenne. C'est peut-être ça qu'il faut aussi se rappeler de la période avant l'Union européenne. Donc c'est la France, c'est le plus mauvais élève de la classe. C'est elle qui devrait donc plutôt profiter de cet effet de moyenne. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la piste pour. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions européennes qui veulent s'exprimer? Oui. Oui, j'ai une réflexion par rapport à tout ça, notamment des exemples que j'ai pu côtoyer dans le système universitaire, de gens qui sont formés par des universités d'un pays X d'Europe, admettons des gens qui font des études de médecine en Roumanie. Donc la Roumanie qui va investir pour la formation de ces futurs médecins, plusieurs années, un grand nombre d'années. Et après, un autre exemple. C'est un peu payant, hein. Ils payent eux-mêmes les études de médecine. Hein. Ok, on va prendre un autre exemple. Ouais. Mais bon. Un exemple où le financement de l'État va être très important, admettons la France, et des Français qui, alors parmi mes amis, il y en a vraiment beaucoup, qui, une fois leur cursus terminé, en école d'ingé ou à l'université, vont partir vers des cieux plus rémunérateurs, donc vont aller travailler pour des grandes entreprises allemandes, des grandes entreprises suisses, et vont donc en fait profiter essentiellement à ce système-là. Et finalement, il n'y a pas cette production de richesse que leur formation leur permet d'apporter à cette nouvelle entreprise, n'est pas redistribuée derrière aux Français
Français qui ont formé par l'argent public de nous tous ces gens qui permettent une meilleure productivité pour l'autre entreprise. Et donc je pense qu'il y a aussi ce genre de réflexion peut-être à mener pour essayer de faire en sorte de mieux égaliser cette zone Europe qui finalement est quand même pleine de promesses, mais il s'agit de effectivement faire les choses, comme disait Didier. D'accord. Mais de toute façon, oui, prends la parole. Moi, je vais partir dans une direction un petit peu différente. Pour moi, l'Europe, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que les gens, comme tu viens de le dire, ne se rendent pas compte de ce que nous apporte l'Europe. Et je pense que là-dessus, le Brexit, par exemple, va avoir, entre guillemets, un effet positif pour ceux qui sont dans l'Europe. Parce qu'on va se rendre compte de quels sont les avantages d'être dans l'Europe, de pouvoir voyager, d'avoir mes produits qui viennent d'un autre pays ou un certain nombre d'avantages comme ça, d'être dans la zone euro. Et à côté de ça, je pense qu'il y a un problème d'éducation dans le sens où il faut expliquer aux gens pourquoi est-ce que c'est bien d'être dans l'Europe et quels sont les avantages. Et le deuxième point, ce serait une réforme de l'Europe dans le sens où c'est OK, il y a une démocratie, on a un Parlement, il y a un Conseil européen, mais il y a un certain nombre de directives qui viennent comme ça et on ne comprend pas très bien d'où elles viennent et quel est leur intérêt. Il y a un certain nombre de pays qui sont allés dans une direction inverse par rapport à l'Europe, aussi à cause de ça. Parce que quel est vraiment le rôle du Parlement européen? On ne se comprend pas très bien. La Commission européenne a un rôle très important, qui est pareil, on ne se comprend pas très bien qu'est-ce qu'elle fait. Et il y a beaucoup d'argent dans tout ce système-là. Alors, OK, c'est une aide au pays. Par exemple, en Roumanie, il y a beaucoup de fonds européens. Mais à côté de ça, il y a aussi toute la partie politique agricole commune qui, en fait, on revient toujours au même problème, a plutôt tendance à aider un certain nombre de grandes entreprises qui sont là-dedans, plutôt que d'aider l'agriculteur local. Et ça, c'est la réalité. Et tout ce système-là fait qu'il y a un certain nombre de rejets de l'Europe. Ouais. D'accord. Vous parlez du Parlement européen, on peut parler un peu de représentativité, parce qu'il y avait une proposition, vous disiez qu'il y avait trop de députés, il y avait trop de sénateurs, c'est M. Capel qui disait ça tout à l'heure. Sur l'Europe, allez. D'accord. Si on quitte le sujet de l'Europe, je voudrais quand même revenir sur l'Europe. Trois idées. Je reprends un truc sur la corruption. Alors, la corruption, c'est quelque chose qui est terrible. Hein. J'ai aussi fait passer en Afrique, je suis passé en Égypte, voilà, je sais ce que c'est. Par contre, il y a une expérience que je peux vous partager, parce que j'ai accompagné ça, c'est la Pologne. Hein, j'habite en Pologne, j'y suis arrivé pour la première fois en 86. Je crois que ce qui a nettoyé la Pologne, parce qu'il y a encore un petit peu, il y a des résidus en Pologne, mais c'est des vieilles affaires ou c'est des choses qui sont à la marge. Je suis persuadé que ce qui a nettoyé la Pologne, c'est la PME. C'est le développement de la PME polonaise. J'en suis persuadé que si on veut, c'est pas la peine d'attaquer, d'essayer, enfin il faut des tribunaux, etc. Mais le vrai travail, c'est d'avoir des locaux qui petit à petit prennent des responsabilités et finissent par dire à leur société, bon, et ça suffit maintenant. Hein, voilà. Alors ça a été un processus lent, hein, avec un épisode que personne ne connaît à l'ouverture du championnat d'Europe qui a failli pas avoir lieu en 2012, hein, parce que les gens n'étaient pas payés, les petites entreprises n'étaient pas payées. Mais je suis persuadé de ça. Donc voilà, effectivement, on glisse sur le deuxième sujet, qui est le sujet de la mobilité, ce que j'appelle moi la mobilité européenne retour. Voilà, j'aime beaucoup cette notion, c'est-à-dire que on a mis une mobilité européenne dont tout le monde est content, mais qui fait pencher le bateau vers l'ouest, quoi. C'est-à-dire que c'est une mobilité qui va très souvent que dans un sens. Et il faut travailler cette mobilité retour. Alors, je crois qu'il faudra aller vers de l'équilibre des normes sociales, des normes du travail, ça paraît évident. Il y a des expériences que je connais bien, une expérience en République tchèque. La France, en République tchèque, a une promotion agressive en direction des jeunes diplômés français qui risquent d'être chômeurs, pour leur dire, venez travailler en Tchéquie, vous gagnerez 5 fois moins cher. Mais la bière coûte 5 fois moins cher, le logement est 5 fois moins cher, et vous faites la première ligne de votre CV, il y a des métiers passionnants qui sont pas pourvus, et ça marche. Il paraît qu'on est à 4000 en Roumanie, vous le savez bien. En Roumanie, c'est encore plus intéressant, puisqu'il y a des gens qui viennent chercher du boulot en Roumanie. Hein. Voilà, donc je crois que là, on peut encourager ce que j'appelle de la mobilité retour. Et dernier élément, moi, il y a une chose auquel je tiens beaucoup, c'est quand on parle d'Europe, c'est de ne pas parler uniquement, alors c'est bien
ce que l'Europe nous a apporté, etc. Je crois qu'il faut aussi poser la chose en termes, qu'est-ce que l'Europe raconte au monde qui est spécifique. Et il faut le poser. On oublie que l'Europe, c'est un ensemble qui a des valeurs, là je ne sais pas des 20 mots, hein, c'est des valeurs que je peux détailler très précisément, qui sont importantes dans le monde, qui sont racontées au monde. Le multilinguisme. Le multilinguisme. On n'a pas de lingua franca en Europe et on en est fiers. Hein, et on l'a revendiqué. On a créé une instance où il y a 28 langues. Enfin, peut-être pas 28, parce qu'il y en a qui se ressemblent, mais voilà. Et on l'a toujours affirmé. Et ça crée quelque chose qui est particulier. Il y a des choses plus importantes. On sépare la notion en Europe, dans tous les pays, on a tendance à séparer ce qui est du citoyen et ce qui est de son espace intime. Et aux États-Unis, le bonheur est dans la Constitution. Hein. En Chine, le bonheur est dans le statut du Parti communiste. En Europe, on est citoyen. La recherche du bonheur, c'est ton affaire, tu as le droit, on te le dit. Mais voilà. Et toutes ces valeurs-là, il faut qu'on se rappelle que si l'Europe se désagrège, elles vont manquer au monde. Il ne faut pas uniquement parler de nous, il faut aussi parler de quelque chose qu'on a à dire au monde. J'ai terminé. Bon, alors je glisse là. Je glisse sur la représentativité. Ah, un petit mot là-bas. Allez. Est-ce qu'on peut passer le micro à Bruno? Oui, bonjour. Finalement, je vais parler. Je reviens sur la notion européenne parce que pour moi, ça me touche énormément. Et je vais simplement poser une question. Sauf erreur de ma part, actuellement, il y a 74 députés européens. En France, oui, je parle. En France, oui. La notion... 74 hors taxe. La fonction d'un député, c'est de faire la navette entre le Parlement et le peuple ou la population, ce que fait très bien Frédéric. Combien d'entre vous ont déjà contacté un député européen pour faire part de leurs doléances? Parce que la manière dont parlent les gens, moi j'ai le sentiment que il y a les Français, il y a l'Europe, et c'est une espèce de tour d'ivoire, quelque chose d'inabordable, alors que nous sommes tous autant que nous sommes des Européens. Donc l'Europe, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est nous. Donc, je répète, on fait un sondage, qui a déjà contacté son député européen? 4. C'est pas mal. Non, c'est pas beaucoup. Bon, je voulais donc qu'on parle un petit peu de représentativité. On parlait du nombre des sénateurs, des députés, peut-être du vote blanc, du vote obligatoire, du sentiment effectivement qui était partagé de problèmes de représentation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, ou de démocratie plus directe? On peut parler aussi du référendum d'initiative populaire, non, citoyenne, pardon. C'est pas le RIP, c'est le RIC, pardon. Le RIP, c'est autre chose. Est-ce que quelqu'un veut reprendre le sujet là-dessus, sur la représentation? Ouais. Mademoiselle. Voilà. Donc je rejoins à peu près tous vos points, mais c'est surtout par rapport au fait, donc par rapport à la représentation des Français ou de qui que ce soit dans l'Europe. Je voulais dire que nous, je pense que c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure, que c'est ce que, oui, par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure, donc c'est dès l'éducation, donc c'était par rapport à l'écologie, mais je pense que ça marche pareil avec l'Europe, que c'est dès le jeune âge, dès l'éducation qu'on devrait nous enseigner quoi que ce soit sur l'Europe, parce que nous, je pense que dans le programme, en 4e, il doit y avoir 1 ou 2 chapitres d'éducation civique sur l'Europe, mais sinon, à part ça, je pense qu'on n'en a pas vraiment, toutes les valeurs dont vous parliez, ça, j'en ai pas vraiment, j'ai vaguement entendu parler, mais rien de plus. Après, moi, j'ai eu la chance l'année dernière de participer à un débat organisé par Sciences Po à Bucarest, qui m'a permis d'aller visiter le Parlement européen. Et c'est là où j'ai vraiment découvert tout ce qui se passait par rapport à l'Union européenne. Mais sinon, par rapport à ça, j'avais vraiment quasiment aucune connaissance. Et je pense que dans ma classe, je suis une des personnes qui est le plus renseignée sur ce sujet. Et je pense que c'est vraiment dès l'école, dès notre plus jeune âge, qu'on devrait vraiment avoir plus de cours obligatoires, plus d'enseignements par rapport à ça et à notre implication dans l'Europe. D'accord. Et encore, vous le vivez tous les jours ici, puisque quand même, et avec Erasmus, il y a quand même eu un grand changement, je veux dire, au niveau des jeunes. En tout cas, Erasmus, c'est quelque chose qui est reconnu de positif par à peu près tout le monde. 16% des étudiants sont... C'est déjà pas mal, 16%. Alors, sur la représentativité, si je reviens sur le sujet que je voulais aborder, si vous voulez pas l'aborder, on l'aborde pas, on passe à autre chose, mais est-ce que vous voulez parler de représentativité, de proportionnel, de vote blanc, de vote nul, de vote obligatoire? Oui, prends la parole.
Ok, bonsoir à tous. Oui, concernant la représentativité, monsieur disait combien de personnes a écrit à un député européen, mais combien de personnes ont écrit à leur député. Je pense que c'est encore plus consternant de voir à quel point il y a cette crise de la représentativité et cette crise aujourd'hui politique des Gilets jaunes. Vous disiez que ce n'était pas le débat national. Bon, c'était une formule, bien sûr. Mais c'est parce que justement, il n'y a plus de débat et qu'il y a cette crise entre les élites et une partie du peuple qu'aujourd'hui l'organisation du débat national est à mes yeux extrêmement importante, même si on en voit les limites. Hein. Chacun exprime son opinion. Peu de personnes ont d'idées de propositions, mais c'est tout à fait normal. On n'est pas tous des experts, mais il y a le besoin de se faire entendre. Je pense que concernant la représentativité, ce débat sera utile pour justement donner la parole à des gens qui ne se sont jamais exprimés et donc qui vont pouvoir commencer peut-être à prendre goût à une certaine démocratie participative, mais en donnant la parole également on va dire, à des experts qui ne sont pas des technocrates. Je pense aux gens qui sont dans les associations, aux les élus locaux, etc. Donc même si on a l'impression d'avoir peu de choses à dire ou des choses maladroites, prendre la parole effectivement est une bonne chose. Pour rejoindre le référendum, donc moi je pense vraiment que ce genre de débat est utile, même si forcément il a ses limites. Mais par contre, je pense plutôt que le piège du référendum est à l'inverse. Poser des mauvaises questions, ou poser des questions justement à un peuple ou à des gens qui ne maîtrisent pas toutes des questions extrêmement complexes. On voit très bien ce qui s'est passé pour le Brexit. Aujourd'hui, les Britanniques le regrettent amèrement. Le référendum peut être aussi un piège. Donc, il y a à la fois donner la parole, prendre la parole, et aussi parfois laisser la parole aux élus qui sont là pour nous représenter, qui sont également qui ont les compétences pour traiter certaines questions extrêmement complexes. Bon, tant mieux, c'est une compétence, tant mieux. Parce que je ne sais pas combien écrivent à leurs députés, mais combien de députés répondent aux électeurs. Est-ce que, je sais que la question peut aussi s'inverser. Ils ne le font pas tous, mais en tout cas, Frédéric le fait, ça c'est clair. À partir du moment où la lettre est signée, c'est ça, de son nom et de son prénom. J'ai eu l'occasion de participer à un débat en France. Dans une ville, une petite ville, où il y avait surtout des personnes âgées, et ce soir je vois qu'il y a que beaucoup de jeunes. Donc on peut se réjouir de ça. Voilà. Comme quoi Les Français étrangers, effectivement, sont en général plus jeunes. C'est la seule caisse de sécurité sociale qui est positive. Il y a beaucoup de choses qui vont ensemble. Vous vouliez parler quelqu'un veut parler de représentativité, vous vouliez reparler du vote blanc, parce que vous l'avez abordé. Oui, on y va. Moi, ce que je constate et ce qui finalement... Pardon. Ce que je constate, et je rejoins pas mal de mes concitoyens sur ce sujet, c'est qu'au final, et Inès l'a dit, tout revient souvent à l'éducation, et je pense notamment à la question du référendum. On entend souvent l'argument « oui, mais les gens vont voter n'importe quoi, etc. » Mais en fait, quand on est amené à répondre à une question et qu'on a été informé, qu'en plus à l'école on a appris à développer un esprit critique, à s'informer par soi-même, normalement, et c'est quand même le principe de la démocratie, c'est qu'on est en mesure de répondre, en tout cas pour soi, à ces questions-là. Et on peut se tromper, mais moi je trouve ça normal qu'on soit au moins interrogé. Parce que ce qu'on reproche aujourd'hui à l'Europe, et je pense qu'on peut dire la même chose à l'échelle de la France, c'est quand même qu'en termes de représentativité, la démocratie ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est que les gens
se sentent déconnectés. On reproche souvent justement aux politiques de ne pas vraiment être au courant de ce qui se passe sur le terrain. Et à l'inverse, les citoyens, on peut aussi leur reprocher de finalement pas s'informer parce qu'ils sont blasés, parce qu'ils ont l'impression que ça va servir à rien. Et c'est vraiment dommage. Et quand on nous dit aujourd'hui qu'à l'école, on entend à peine parler des valeurs véhiculées par l'Europe, c'est dommage parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment là que ça commence. Donc en fait, il faut réformer la démocratie, il faut réformer l'éducation. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Merci. Une autre intervention sur le sujet, si tu veux reprendre la parole. Juste un petit mot pour la représentativité. J'ai juste une petite remarque qui me venait à l'esprit. Parlons représentativité. Juste 2 secondes, je voulais ajouter juste une petite chose, parce que souvent on a parlé du cumul des mandats en disant c'est bien de supprimer le cumul des mandats parce que ce sont des affreux cumulards, ces politiciens. Et puis on s'est rendu compte qu'ils sont souvent déconnectés des réalités. Avant, quand on était sénateur-maire, on revenait toutes les semaines dans sa mairie et au moins on voyait les problèmes du quotidien. On dit non, ça c'est pas bien, il ne faut pas avoir un mandat national et un mandat... Donc parfois le mieux est l'ennemi du bien et on a mis en place, à mon avis, un système sur lequel il faudrait revenir parce que effectivement les élus ne sont plus sur le terrain et ne sont plus au contact de la population à pouvoir relayer les informations. Ça c'est une petite remarque de ma part. Je te laisse la parole, pardon. Oui, donc on parlait de représentativité. La France, clairement, elle favorise les grands partis. Typiquement, dans l'Assemblée nationale, vous avez des grands partis et après, il y a des gens qui ne passent pas. Et forcément, quand vous regardez les souhaits individuels et après ce qui se passe à l'Assemblée, ce n'est pas tout à fait ça. La France, elle favorise la stabilité, si vous voulez. Exactement, l'opposé, c'est l'Italie, où on se querelle tout le temps, on n'arrive pas à faire une majorité, on se tape les uns sur les autres et ça donne du n'importe quoi. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, c'est comme ça. Alors je pense qu'il y a eu une proposition d'un pourcentage de proportionnel, dans le scrutin majoritaire. Voilà, peut-être que c'est une bonne idée, peut-être qu'il faut l'essayer, je ne sais pas. Donc c'est un sujet à débattre. Après, ça crée une espèce de non-représentativité. Et par exemple, j'ai regardé où, par exemple, le Front National, il a fait le score le plus élevé. Ce n'est pas les grandes villes, non, ce n'est pas les campagnes, c'est plutôt les villes moyennes qui sont assez loin, soit d'une grande ville, soit de quelque chose qui est un pôle emploi, etc. Ce sont des gens qui sont un peu délaissés, qui sont non représentés parce qu'eux, peut-être, ils vont voter FN, et FN n'est pas au Parlement, donc ils disent oui, mon voix n'est pas entendue, etc. Donc ça crée des frustrations. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On peut se poser la question. Je ne sais pas. Alors, je viens sur l'idée des référendums. On dit que oui, on explique au peuple et après ça donne quelque chose de sage, etc. N'oubliez pas les influences étrangères. Vous avez vu par exemple la Russie, comment c'est mis partout, aussi dans les élections américaines par exemple. Alors, je vous donne l'exemple de la Roumanie, on a une référence sur les mariages, même pas les mariages, les relations homosexuelles. Disons, mettre dans la Constitution qu'elles sont bannies. On voulait faire un saut en arrière dans le 19e siècle. Alors, Dieu merci, ça n'a pas passé. Mais ça monte et bien sûr, là, franchement, il y a des forces qui mettaient beaucoup de pression que ça passe, que ça passe. Et ça n'a pas passé parce que les gens ne sont pas présentés. Donc vous voyez, c'est aussi une voie assez dangereuse à inciter les gens à faire quelque chose. Et c'est un peu comme on a dit sur le Brexit. Il y a eu beaucoup d'intox et finalement, ça a passé. Donc peut-être, maintenant, en regardant en arrière, ce n'était pas une bonne idée à James Cameron de proposer ça. Et voilà, ça a joué. En plus, ça a joué à quoi? À 1%? 1,5%? Et ça, c'est une fluctuation. On ne peut pas dire que le peuple anglais a décidé de quitter l'Europe. C'était une fluctuation de moment. Voilà. Merci. Vous voulez reprendre la parole sur le sujet? Simplement pour revenir sur la question du référendum, que ce soit le Brexit ou... Je ne sais plus quel était l'autre exemple. Voilà. Pour moi, peut-être que je me trompe, hein, mais ce sont des référendums ponctuels. Donc ça prouve bien qu'a priori, si la population est habituée à faire régulièrement des référendums, qu'elle a été formée, informée, a priori, le réflexe n'est pas le même au moment du vote que si tout à coup, au milieu d'un siècle, on vous dit « Tiens les gars, on va faire un référendum, qu'est-ce que vous pensez si on quittait l'Europe ?» C'est quand même pas la même chose. Surtout si derrière, les politiciens mentent. C'est-à-dire qu'il y a eu une désinformation hallucinante. Mais les Suisses, voilà, justement, ils ont l'habitude. Alors après, peut-être,
là, l'extrême inverse, c'est que parfois on leur pose des questions qui peut-être ne mériteraient pas un référendum, mais d'après ce que j'ai compris, c'est quand même un système qui fonctionne relativement bien. Après, je ne connais pas le système suisse. Les votations. Mais Peut-être c'est tous les 15 il faut jours. penser à mettre en place le système, attendre qu'il est vraiment dans la société, et là on peut passer sur un modèle suisse. Alors les enjeux, donc Didier, Je voudrais sujet juste rappeler une chose, le fondement de la République, c'est la gestion par les élus sous le contrôle du peuple. Alors c'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais c'est quand même ça qu'il faut mettre en œuvre. Il ne faut pas mettre la gestion par le peuple sous le contrôle des élus. Ça marchera pas. Or, trop de référendums donnera une gestion soi-disant populaire, voire populiste, mais donnera suffisamment surtout de mouvements browniens pour n'avoir aucune résultante, pour ceux qui ont fait un peu de physique. C'est-à-dire en fait, ça bougera dans tous les sens, mais ça n'avancera pas. Et c'est ça qu'il va falloir éviter. Il faut trouver le bon équilibre. Je n'ai pas de solution, mais la République, pour moi, c'est vraiment ça. C'est la gestion par les élus sous le contrôle du peuple. Est-ce que la majorité a toujours raison? Autre question. Et celui qui n'a pas voté a toujours tort. Exactement. Vote obligatoire alors peut-être? Pour ceux qui me connaissent, mon épouse est brésilienne. Elle est confrontée à ça. Au Brésil, le vote est obligatoire. Vous ne votez pas, vous ne pouvez plus avoir d'emprunt aux banques, vous ne pouvez plus avoir d'emploi public, vous ne pouvez plus participer au concours pour rentrer à l'université. C'est une approche. Je ne vais pas juger cette approche-là. Comme dans d'autres pays, d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, je ne dis pas que les votants brésiliens sont plus heureux, hein, mais c'est une autre approche. Frédéric, la parole. Oui, alors je me permets de prendre la parole parce que c'est quand même un sujet où je me sens très attendu. Alors d'abord, sur la crise des Gilets jaunes. Moi, j'ai tendance à dire, je vais essayer d'aller vite, c'est quelque chose que j'ai pas mal écrit, donc revenez à ce que j'ai écrit. Moi, je prétends que cette crise est un mouvement citoyen et que ce n'est pas un mouvement démocratique. Voilà, que c'est un mouvement citoyen que j'apprécie, c'est-à-dire cette réaction contre un abandon qui avait été fait, contre un système politique qui s'est mis à tourner en rond. Donc je salue la réappropriation citoyenne. J'ai dit que pour moi, il y avait certainement de l'intelligence citoyenne sur les ronds-points. Il n'y a pas que ça, mais je suis sûr qu'il y a des choses comme ça. Par contre, je refuse qu'on me dise que c'est un mouvement qui est démocratique dans le sens où c'est un mouvement qui peut décider quelque chose, qui peut imposer quelque chose à d'autres. Voilà, c'est une réappropriation citoyenne que je salue. Par contre, tout reste à faire sur le plan de ce que j'appelle, moi, la démocratie. J'arrive plus à me le relire. Je vais faire un peu de philosophie par rapport à quelque chose qui est dans l'ADN de gens qui sont un peu au centre de l'échiquier, mais qui est important, je pense. Une des grandes différences que j'ai avec la France insoumise, c'est que moi, je parle jamais d'individus. Je parle de personnes. Voilà, donc ceux qui savent d'où ça vient. Et je crois que quand on parle d'individus, on définit par la foule. C'est-à-dire que l'individu, c'est la plus petite partie de la foule, alors que la personne, elle fait le peuple. Les personnes se mettent ensemble et construisent le peuple. Et je considère que le premier adversaire de la démocratie, c'est la foule. Voilà, et la foule, c'est pas le peuple. Hein. Alors je me suis fait insulter pour ça, hein, mais voilà, même au 5e siècle avant Jésus-Christ, quand on l'a inventé, les inventeurs de la démocratie se méfiaient de la foule qu'on manipule. Par contre, ils pensaient que le peuple est quelque chose de valeureux. Donc, ce petit côté philosophique, pour revenir à quelque chose qui est très important, c'est la première fois d'ailleurs qu'on le prononce avant moi, je suis assez content, c'est intéressant ce soir. Effectivement, on a un problème de démocratie et de vérité. On a parlé d'experts, hein, c'est vous qui avez parlé d'experts. Je crois que ce n'est pas l'expertise qui est forcément nécessaire, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on est des élus qui disent la vérité. On n'est pas obligé d'avoir 64 millions de personnes qui comprennent l'ensemble du budget de l'État. Mais si on veut avoir une démocratie, il faut qu'on ait des moments et des manières de reconnaître la vérité. C'est une notion qui est importante. Voilà, le Brexit, par exemple, oui, on a menti. On a menti, effectivement. Voilà. Donc, et c'est pour ça que j'ai pas le même avis sur le cumul. Moi, je pense qu'un système démocratique sain
ferait qu'on aurait des élus qui pourraient être enracinés autrement qu'en ayant un deuxième mandat d'élu. Voilà, donc je suis très prudent sur cet argument. Mais je n'ai peut-être pas la vérité, mais je suis très prudent là-dessus. Après, le problème de la représentativité, on parle toujours du problème de la représentativité. Le vrai problème, c'est pas celui de la représentativité. Je m'excuse de faire du vocabulaire, mais les mots ont un sens précis. C'est le problème de la légitimité en démocratie. La représentativité, c'est dans la citoyenneté. Voilà, ici, on pourrait dire que y a beaucoup de gens qui représentent des choses, etc. Mais après, c'est le problème de la légitimité de la décision qu'on prend. Est-ce qu'elle est légitime ou pas? C'est-à-dire qui parle et au nom de quoi il parle. Voilà. Et la légitimité, c'est des actes qui doivent être définis dans une constitution ou dans des choses qui doivent être claires. Donc il ne faut pas confondre ces deux notions. Voilà. Alors j'en viens à des choses. Bon, sur le référendum d'initiative, je dis non gouvernemental, je rappelle qu'il existe en France depuis 4 ans, qu'il est, tout le monde dit, il est très difficile à faire. Aujourd'hui, nos oppositions seraient tout à fait capables, chacune dans son coin, de le faire. Il faut avoir 180 parlementaires, que ce soit la gauche, que ce soit la droite, ils ont 180 parlementaires. Je ne parle pas que de députés, mais ils ont 180 parlementaires. Il faut 180 parlementaires. Ils l'ont. S'ils ne le font pas et s'ils hurlent avec les loups, c'est peut-être aussi qu'ils se méfient un peu du système. Donc voilà. Mais le référendum d'initiative non gouvernementale, indépendante du président de la République et indépendante du gouvernement, existe en France aujourd'hui. Il existe. Donc il faut le dire quand même. Et le problème, moi je suis pour plus de solutions référendaires. Je crois qu'on pourrait avoir plus de temps référendaire dans notre démocratie, c'est pas gênant. Le problème, c'est il ne faut pas y aller toutes les 5 minutes. Et je suis pour le maintien de la démocratie par délégation. C'est le cas de la Suisse, d'ailleurs. On parle toujours de la Suisse. La Suisse a des votations qui sont une certaine catégorie, qui ont un système très bien rodé, mais la Suisse a aussi un système de démocratie par délégation. Je dis ça parce que je pense que la complexité du rôle de l'élu, que moi j'ai découvert il y a 2 ans, fait qu'il faut un peu de temps, quoi. Il faut quand même laisser une respiration pour qu'on puisse faire vraiment des choses. Après, il faut les faire, je suis d'accord avec vous. Voilà, je suis pour la réduction du nombre de parlementaires. Beaucoup disent que ça va réduire la représentativité, que c'est une contradiction. Moi, je pense que c'est pas le nombre, c'est... je dis pas que ça ferait réduire le coût de l'Assemblée nationale, qui est très faible. Le coût de l'Assemblée nationale, c'est rien du tout. Mais je pense qu'on pourrait avoir moins de parlementaires qui seraient plus en débat organisé, qui seraient mieux organisés dans leur rôle, etc. Parce que 577, bien organiser le débat, c'est difficile, quoi. Je préférais qu'on soit un peu moins. Je suis pour la dose de proportionnelle. Je suis pour la reconnaissance du vote blanc et je suis contre le vote obligatoire. Je pense que la démocratie, c'est un honneur, c'est quelque chose... Voilà. Ça me gêne. Quelque part, le vote obligatoire me gêne. Je ne dis pas que c'est mal, je ne critique pas les pays qui l'ont dans leur tradition, mais j'estime que dans la tradition française, on est fier d'aller voter, quoi. C'est comme si on me disait, le mariage n'est pas obligatoire. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, quoi. Mais oui, non, mais c'est un peu du même ordre d'idée, quoi. C'est philosophique. J'en fais pas une position de principe politique, mais je trouve que dire à quelqu'un t'es obligé d'aller voter, c'est pour moi obliger quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qui ne devrait pas être obligé, quoi. Donc ça me paraît être contre-productif. J'ai terminé. Bon, est-ce que quelqu'un veut repartir sur ce qu'il a dit? Un petit mot. Concernant la représentativité, le président de la République n'a pas le droit de faire plus de 2 mandats. Est-ce que vous pensez que ce serait utile d'appliquer le même principe pour tous les élus français, que ce soit un conseiller général, un conseiller local ou un député, ce qui permettrait un meilleur renouvellement dans chaque assemblée différente, au lieu d'avoir des députés qui font 5 mandats à la suite, qui sont plus forcément collés aux réalités du terrain, parce qu'on n'a pas tous... Alors, je réponds très vite. Oui, évidemment, je suis pour. On a essayé de le faire passer. S'il n'y avait pas eu l'affaire de M. Benalla, ça serait déjà le cas. On va s'y remettre. Normalement, au printemps, on s'y remet. On est pour 3 mandats successifs maximum. Voilà. Il faut quand même jamais oublier, pour pas faire de démagogie, que ça nécessite... Le renouvellement dont on parle, c'est pas uniquement des mesures de ce genre-là, ça va être aussi des mesures de statut de l'élu. C'est-à-dire qu'il faut aussi peut-être qu'on imagine, nous on avait parlé de banque de la démocratie au MoDem, ça me paraît indispensable. C'est-à-dire que si on veut que vraiment tout le monde puisse accéder, il faut qu'il y ait banque de la démocratie, et il faut qu'il y ait statut de l'élu, c'est-à-dire retour
Qu'est-ce que je fais si je suis élu que 8 ans, qu'est-ce que je fais quand je reviens je refais comment? Donc il faut que ça soit reconnu et que ça change beaucoup de choses et pas uniquement le fait que ces salauds de députés, il faut qu'ils votent une loi qui leur fait pas plaisir. C'est pas uniquement ça, mais je pense que ça en fait partie, oui. Seulement pour les députés ou pour l'ensemble des élus? Non, je pense que pour les élus. Alors après, il y a les élus des toutes petites communes, voilà, après on peut discuter. Pour les députés, oui, et puis pour les grands élus régionaux. Après, c'est vrai que le député moi j'ai été adjoint au maire d'une ville où il y avait plus de % que d'habitants. On était 74. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, si on n'avait pas pu renouveler, il n'y aurait eu plus personne, quoi. Donc il faut quand même faire attention, quoi. Enfin, s'il est mauvais, l'élu, il n'est pas réélu non plus, à un moment donné. Hein. C'est aussi quand même quelque chose qui se passe. Hein, donc, on a beau... Bon, est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur ce sujet? Mademoiselle. Désolée, c'est encore moi. Oui, je voulais juste parler peut-être de la question... Enfin, pour moi, il y a deux choses qui sont importantes. Je ne suis pas forcément contre le cumul des mandats parce qu'effectivement, je pense qu'il faut faire le lien parfois entre la représentativité et le terrain, c'est important. En revanche, je suis pour plus de transparence. Je trouve que ça manque beaucoup chez nous. On voit comment ça fonctionne, je pense aux pays scandinaves par exemple. En Suède, où vraiment c'est impunité zéro, dès qu'il y a une faute, même minime, normalement le ministre ou le député est quand même appelé à démissionner, ça s'est déjà produit, ça fonctionne très bien. J'imagine qu'il y a des couacs aussi, mais c'est quand même intéressant. Je pense qu'on peut s'appuyer sur des systèmes comme ça qui fonctionnent. Et deuxièmement, pour moi, ce qui est important avec la question du terrain qu'on a mentionné, c'est la décentralisation. Je ne sais pas si c'est une question qui est encore abordée aujourd'hui. Moi, personnellement, je n'en entends pas beaucoup parler, mais je vois que, par exemple, ne serait-ce qu'à échelle de ma région, les choses bougent, les choses tournent, il y a des initiatives et les gens se sentent davantage représentés, c'est vrai, quand ça se passe à côté de chez eux. Et quand on dit qu'il y a une déconnexion entre le politique et le terrain, c'est vrai parce qu'il y a quand même eu une réduction des intermédiaires. Et moi, je trouve ça vraiment dommage parce qu'en fait, s'il y a bien une chose qui marche, c'est ça, c'est le pouvoir près du peuple, qui ne comprend pas forcément tout et qui a besoin d'être représenté par des gens qui maîtrisent. Ça, on est tous d'accord, je pense, là-dessus. De quelle région? Pays de la Loire. D'accord. Bon, pas loin de la belle Bretagne. région. Pas très loin de la Bretagne, mais bon, on ne va pas rentrer dans le sujet, parce que dans le débat... C'est pas le débat de ce soir. Est-ce que la Loire-Atlantique est en Bretagne? C'est la Loire-Atlantique qui va revendiquer la Bretagne également. Bon, est-ce qu'on va passer au sujet suivant, peut-être qui concerne la fiscalité, l'évasion fiscale, la taxation des Français à l'étranger, les services publics, le dépenser mieux en cotisant moins ou en cotisant autant, je ne sais pas. Est-ce que donc vous voulez intervenir là-dessus? Qui veut démarrer sur ces sujets? Il y a des choses qui ont été dites sur la taxation des expatriés. Je ne sais plus qui s'est exprimé là-dessus. Je ne crois pas que ce soit tout à fait exact. Hein. Il n'y a pas d'histoire de 20%. Enfin, il y a des conventions bilatérales, il y a des accords qui existent. Et bon, voilà. Faire une petite séance privée, exactement, sur les problèmes de fiscalité, de double fiscalité. Vous voulez reprendre la parole 2 secondes? Ouais, sur peut-être dépenser mieux. Sur le thème dépenser mieux, oui. Moi, je pense que c'est quelque chose qui transparaît. Quand on le voit dans les questions du débat, ça n'apparaît pas. En fait, on a un peu le choix entre dépenser plus ou plus d'impôts ou moins de dépenses publiques. Mais je pense que dépenser mieux, c'est quand même une question qui devrait être abordée. Moi, je continue à être affolée tous les jours. Il y a quelques jours, là, c'était le cœur de Paris à 650 000 €. Comment, aujourd'hui, on peut encore être dans un système sans gouvernance ou sans... qui permettent ce genre d'aberration, quoi. 650... C'était pour la Saint-Valentin. Il y a eu un cœur qui était installé à Paris, qui a coûté une statue qui a coûté 650 000 €. 650 000 € pour une décoration Porte de Clignancourt. Voilà. Quand l'argent public dépensé comme ça, je trouve que c'est aberrant à l'heure actuelle. C'est complètement aberrant. Et qu'est-ce qui peut permettre d'arrêter ce genre de gabegie? Du gâchis, c'est plutôt de... Voilà. Donc ça, c'est une première... j'ai pas... quelle gouvernance? J'ai pas de solution, mais quelle est la gouvernance dans toute entreprise, dans tout ce système? Il y a un système de gouvernance qui fait qu'on évite ce genre de gabegie. Renault a réussi, mais à part ça, il y a d'autres endroits où ça marche très bien quand même. Ça, c'est un premier point. Après, il y a plus globalement,
il y a un manque de mise en concurrence. Je pense qu'il y a un système très sain, c'est de mettre davantage en concurrence, que ce soit pour la Sécu, les retraites, pour plein de sujets. C'est un peu tabou, mais la mise en concurrence a permis de challenger un peu, de voir si on est efficient, de voir comment on peut mieux dépenser. Donc là aussi, je pense qu'il y a des choses à faire sur ça. Et troisième point, il y a plein de dossiers qui sortent, qui montrent des mauvaises gestions. On n'a pas l'impression que ça donne lieu à grand-chose. Vous allez sur le site de l'IFRAP, vous regardez tous les dossiers qui démontrent, là aussi, des gabegies, des mauvaises gestions. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'action, il n'y a pas l'air d'y avoir d'action prise. Donc, 3 propositions, utiliser tout ce qui a été fait, tous les audits qui ont été faits pour aller plus loin, sanctionner, quand il faut sanctionner, et puis corriger au moins, et puis... plus de gouvernance sur les dépenses publiques et pour éviter des gabegies comme ce cœur de Paris là, qui m'a encore une fois choqué, et puis la mise en concurrence. D'accord, merci. Surtout qu'une des prérogatives du député, c'est de voter le budget, donc de contrôler le budget. Et c'est vrai que depuis 1976, il n'y a pas eu un seul budget équilibré qui a été voté. Alors c'est vrai que c'est curieux, quand on a un budget ménager, on sait combien on gagne, combien on doit dépenser. Mais l'État ne fonctionne pas comme ça, puisque depuis 30 ans, effectivement, on vote un déséquilibre. Oui, ce que je voulais dire sur les problèmes de budget, c'est qu'on rapporte, on rapporte cela au PIB. Mais ça n'a rien à voir en fait avec les dépenses. Il faut savoir que le déficit du budget de l'État, c'est 30% de son budget. C'est-à-dire qu'il manque 30% de montant du budget qui passe dans le déficit. Ok, ça représente 3% du PIB, mais c'est 30% de son budget. Bien, ça, c'est un point de vue technique. Des propositions ? Non, il fallait venir au séminaire de l'an dernier, vous l'auriez su, hein, il a bien appris. Oui. On a régulièrement... Didier. On a régulièrement communication de rapports de la Cour des comptes qui font souvent assez peur, en tout cas qui sont assez effroyables, en montrant la gabegie qui était nommée. Je pense que la Cour des comptes est vraiment l'organe qui rapporte le plus ça, en tout cas de façon très visible. Mais par contre, si je me rappelle bien, la Cour des comptes n'a un avis que consultatif. C'est bien ça ? Oui. Donc je pense qu'une des propositions qui aurait peut-être fonctionné, c'est de le rendre peut-être un peu moins consultatif. Peut-être de faire quelque chose avec les rapports plutôt que de les ranger. Parce que leur travail, quand même, je pense que leur travail, on peut tous le reconnaître, est souvent assez de bonne qualité et assez exemplaire. Mais en général, on n'en fait pas grand-chose. Les rapports de la Cour des comptes sont repris par des députés qui font quand même des enquêtes et des commissions, parce que les députés ont un devoir de contrôle du gouvernement. Après, ils peuvent saisir qui veulent. D'accord. Combien de rapports de la Cour des comptes a déjà donné lieu à des annulations de contrats ou des peines ou des sanctions? Bonne question. Monsieur, il veut prendre la parole. Et à propos de ces fameux rapports, ça me vient maintenant à l'esprit. Et si on se dirige vers la source du problème? Parce que là, on nomme très bien des problèmes du domaine de l'écologie, du problème du domaine des finances, c'est l'emploi. Il y a plein de problèmes. On parle un peu de solutions. Et si on parlait un peu de ce qui est vraiment la source de tous ces problèmes-là, et là, je m'oriente notamment sur ce qui est largement démontré depuis un bon nombre d'années, la façon dont nous, en tant que forme d'existence, nous fonctionnons, chacun de nous. Je pense qu'on est tellement concentré sur nos problèmes qu'on oublie que derrière tout ça, au sein de nous-mêmes, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le cerveau reptilien. Et qu'à ce niveau-là, tout se joue en fonction des émotions. Il n'y a pas de réflexion logique. Et quand on regarde au milieu de tous ces problèmes-là, ce qu'on reçoit, ce qu'on retrouve, c'est des décisions essentiellement émotionnelles. Et la façon dont on peut se rapprocher de ce mode de fonctionnement, c'est, selon les scientifiques, à travers l'éducation. C'est en s'appuyant sur le pourquoi des actions de chacun de nous,
qu'on va retrouver la manière dont aujourd'hui on agit. Si aujourd'hui on dérape au niveau des finances, c'est parce que quelqu'un dans le chemin veut plus d'argent, tout simplement. Et si on regarde pourquoi il veut plus d'argent, c'est parce qu'il a des besoins qu'il pense combler avec l'argent qu'il dégage. Si aujourd'hui on s'oriente sur comment faire pour aider la personne à trouver les bonnes voies spécifiques à la personne, pour satisfaire ce besoin par d'autres moyens que l'argent, il n'y aura plus de vol, tout simplement. Si aujourd'hui on s'appuie sur comment aider les gens à, je sais pas, au niveau de l'huile de palme, à ne pas utiliser le diesel, il n'y aura plus besoin d'huile de palme. Total ne va pas avoir besoin d'importer d'huile de palme. Il ne va plus le faire. Pourquoi ne pas aller avec sa propre voiture jusqu'au bout de la rue pour acheter le pain? Pourquoi on fait ça d'abord? Pourquoi on a l'envie de monter dans la voiture, dépenser, faire les 50 mètres en voiture et polluer ainsi, dans le cas où, dans la plupart des cas d'ailleurs, on sait ce qu'on fait, on comprend, et pourtant on le fait. Et c'est pour ça que j'interviens pour dire, c'est bien de parler de tous ces problèmes-là, mais si on parlait un peu de ce qui génère tous ces comportements, de ce qui génère tous ces problèmes-là, bien évidemment, cela nous amène à parler de la façon dont chacun de nous réagit. Finalement, on revient au fait qu'il n'y a pas de eux et nous, les autres et nous. Il n'y a que de nous, chacun de nous. Avant de dire il faut changer les lois, est-ce qu'on est prêt à dire peut-être qu'on peut changer nous, chacun de nous, un tout petit peu? Merci pour cette intervention. Tout vient du comportement. Patrick, voilà, intervention, vas-y. Je voulais aborder un sujet que je connais un peu, c'est la gestion. Je pense que si le gouvernement... Alors, tout à l'heure, je posais des questions, et là, je vais faire une suggestion. J'ai pas mal d'amis qui sont dans la politique, j'en ai pas mal qui gèrent des budgets pour des villes. Globalement, on va la faire courte. Quelles que soient les institutions, elles ne sont pas si mal gérées que ça. C'est-à-dire, on a par exemple des hôpitaux, on a des médecins qui sont bien formés, on a des infirmières qui sont dévouées, même si elles ont beaucoup de travail. On manque de médecins, on manque d'infirmières, c'est sûr. Si on va dans le système de crèche, c'est pareil. Si on va dans d'autres systèmes, c'est pareil. Le vrai problème, c'est le nombre de gens pour les gérer. Globalement, une crèche en France, si elle est gérée avec les mêmes lois par un système privé, et c'est pour ça que les mairies font des délégations de services publics de plus en plus, ça coûte la moitié moins cher par le privé qui gagne de l'argent avec les mêmes contraintes. Et les contraintes sont lourdes que si c'est le public. La majorité des gens qui travaillent dans l'éducation nationale ne sont pas au contact des élèves, ils sont dans la gestion des biens, la gestion du personnel, avec des taux d'absentéisme monstrueux. L'État français, le problème de l'État français, c'est qu'il dépense énormément d'argent, en dehors du cœur de la Saint-Valentin. Bon, ça c'est des décisions, mais l'essentiel de ces dépenses, je vois ça en tant que gestionnaire, c'est tout. Il dépense énormément pour gérer quelque chose qui va fonctionner, mais la gestion lui coûte très cher. Elle lui coûte quasiment le double par l'absentéisme, vous allez qu'à aller voir dans les systèmes, hein, vous allez à la sécurité sociale, tout le monde est allé à la poste, on voit très bien que le système de gestion est très lourd. Je pense que la première économie, elle est dans les 30%, ce serait de revoir ces systèmes de gestion. Je ne dis pas que ce n'est pas en train d'être fait, mais je dis que c'est tellement lourd que là, il y a une vraie source. Mais or, malheureusement, les décisions souvent politiques que l'on voit, c'est l'hôpital coûte cher, on va diminuer le nombre d'infirmières. Mais ce n'est pas le nombre d'infirmières, il en faudrait plus.
Par contre, les gens qui gèrent les infirmières, par exemple, dans un système de ministère à Paris qui coûte une fortune, ça, on en rajoute 2 parce qu'il y en a 2 qui sont en vacances, une en formation, et ça coûte une fortune. Mais ça remet en cause tout le système politique. Et celui-là, il a 30 ans, il a 40 ans, puisque c'est les syndicats qui le gèrent. C'est un système qui est très lourd. Donc, est-ce que l'État sera capable d'aller au cœur du système en disant on a besoin de gens là pour qu'on ait plus de services ou un meilleur service, mais l'économie, il va falloir la faire là. Et là, c'est très lourd parce que c'est soit on forme des gens, soit on enlève des gens. Et on a vu que, par exemple, dans les PTT, quand on a enlevé des gens, ils se sont suicidés. Il faut savoir que je connaissais un des grands directeurs d'Orange. Quand Orange a été racheté au PTT, il m'a dit on a acheté très cher le système quand c'est devenu privé, mais en échange, on a dû garder 100 000 postes. Parce que les PTT, le système des télécommunications, avait 100 000 postes. Les concurrents à l'étranger, pour le même nombre de télécommunications, pour le même nombre de téléphones, pour le même nombre de trucs, en avaient 40 000. Et c'était largement suffisant. Le poids de l'État, qui s'est déchargé, a dit on ne peut pas mettre 60 000 personnes dehors, donc on va le faire avec le temps, les retraites et tout ça. Là, on s'en est aperçu parce qu'on a vendu, parce que l'État a vendu la société. Mais sinon, on aurait encore 100 000 personnes, donc 60 000 qui sont payées, donc soit avec nos impôts, soit on paye le service plus cher, uniquement parce que c'est pas géré. Et quand on veut changer la gestion, on a un vrai souci, c'est que les gens soit sont inadaptés, soit les syndicats sont contre, soit parce qu'ils sont malheureusement, ils ont été formés comme ça, ils finissent par se suicider. Donc c'est très lourd. Mais je pense que le vrai problème, et là je vous rejoins parce que je pense que les jeunes ont ce sentiment, et ils ont raison, ça se fait à l'éducation. On apprend à faire du sport jeune, on apprend à manger jeune. Si jeune, on a mangé que des merdes, grasses et lourdes, le restant de sa vie, on aura du goût pour ça et ça sera très difficile. Si jeune, on est habitué à manger sainement, on se laissera aller de temps en temps, mais on ne pourra jamais aller dans les excès puisqu'on aura été éduqué. Et je pense que l'éducation de la gestion, il faut aussi l'apprendre. Quand on a 100 €, on peut pas dépenser 120 € en disant oui, mais les 20 €, ça fera plaisir à quelqu'un. Parce que si on fait ça, on endigue le futur, on endigue nos enfants, on endigue nos petits-enfants qui un jour, il n'y a plus de solution, ils se retrouvent dans la rue. Donc il faut garder cette notion de comment fait-on aujourd'hui, on a un problème, comment fait-on pour gérer. Je pense qu'il y a dans l'État, mais il n'y a pas que l'État, mais l'État doit voir dans ce qu'il gère où il peut faire des économies dans la gestion des choses. On a besoin de plus de médecins, je dis on a besoin de plus d'infirmières, donc on a besoin de moins de gens dans le système, mais où? Voilà. Et je pense ça peut se trouver. Merci. Vous voulez parler tout de suite? Bon, dis alors. Quoi, je suis trop bavard? Non, pas du tout. Non, mais il faut animer. Il y a un mot qu'on entend beaucoup en France qui est les acquis. On a un peu tendance à oublier d'où ils viennent. Beaucoup d'acquis, notamment syndicaux, viennent en fait de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Si on regarde nos retraites, on a été un des premiers pays à avoir notre si beau système de retraite. C'était à l'époque une retraite à 60 ans. Le seul truc qu'on oublie... 65 ans. 65 ans, c'est passé à 60 ans, 81. 65 ans. Et le seul truc qu'on oublie, c'est que l'espérance de vie d'un ouvrier, c'était de 58 ans. Et c'est un système par répartition. Oui, donc c'est un système qui était équilibré parce qu'il était dans un certain contexte. Aujourd'hui, le contexte a changé, mais on ne veut jamais revenir sur les acquis. On revient sur aucun acquis. Et ça, c'est de l'immobilisme qui est une des racines de nos problèmes. Enfin, à mon sens. Les acquis, c'est bien, mais on les a mérités dans un certain contexte. Mais après... Allez, la parole derrière. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, je ne me rappelle plus de votre nom. Les jeunes, on voit, je pense, complètement tout ça d'une vision différente. On a une vision du monde complètement différente.
Et par rapport à l'État français, on voit ça et on se dit mais c'est compliqué, quoi. Ça paraît fatigant de s'intéresser à ça parce que ça paraît vraiment très compliqué. On dirait une entreprise qui s'est fondée, au départ c'était quelque chose de tout petit, puis il y a des choses qui se sont rajoutées, on savait pas trop où les mettre, bon bah on met ça là, ça là, ça là. Au final, il n'y a plus aucune communication entre les différents secteurs. Et du coup, je pense que juste si différentes institutions communiquaient beaucoup plus, il y aurait justement par rapport à la gestion beaucoup d'économies ou de moins de problèmes de gens qui ne se parlent pas et au final ils veulent la même chose, mais oh ben non, on va se faire la guerre parce qu'on n'est pas du même camp. Enfin, voilà. Rationaliser le fonctionnement de l'État, peut-être. Ici. Mademoiselle. Bon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, mais notamment sur ce que disait, je sais plus qui, tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les questions qui se posent on arrive au bout des ressources, les crises migratoires, la crise écologique, etc., il est essentiel de remettre l'humain au centre des questions de société. On est quand même dans une société de consommation, de profit, où c'est quand même la finance qui gouverne, et je pense que on a tous une façon d'aborder les choses différentes, mais je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment nier. Et je pense qu'il y a des choses, les acquis par exemple, je veux bien qu'on parle d'immobilisme, mais dans certains cas, quand on a eu la chance d'avoir des choses qui fonctionnent pour tout le monde, parce qu'en fait, la solidarité, c'est quand même une valeur fondamentale. On ne peut pas parler de fraternité sans parler de solidarité. Donc un système de répartition, pour moi, c'est essentiel, premièrement. Je vais me perdre dans mes arguments, mais je vais essayer de garder le cap. Deuxièmement, monsieur, j'entends tout à fait ce que vous dites. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout. Mais je vois ma mère, par exemple, qui travaille dans un hôpital. Mon père, qui fait des formations au sein des hôpitaux, justement, pour modifier les systèmes de gestion. Il y a aussi des choses qu'il faut reconnaître. Un hôpital, comme une école, c'est pas une entreprise. C'est pas voué à faire du profit. Et aujourd'hui, on peut pas demander aux universités, on peut pas demander aux écoles ni aux hôpitaux de faire des bénéfices parce qu'ils sont pas là. Non, je sais, mais je vous explique mon point de vue pour simplement vous dire qu'il y a des choses qu'on peut pas gérer. On peut pas gérer un hôpital comme on gère une entreprise. C'est-à-dire que si la gestion fonctionne chez l'un, ça va pas faire la même chose chez l'autre. Et aujourd'hui, on est dans une société où les gilets jaunes et autres mouvements, c'est quand même des symptômes qui prouvent que, bah oui, il y a des gens qui font des burn-out à 30 ans, je suis désolée, c'est scandaleux. C'est pas possible. Ça devrait même pas exister, en fait. Moi, je vais avoir 29 ans, j'ai peur. Encore un an. Faut être rassurant. Vous voulez intervenir? Notre hôte. Je veux bien dire quelques mots parce que c'est des notions qui sont importantes, qui sont évoquées. En fait, je pense que ça tient beaucoup de la responsabilité comme terme. J'aimerais bien développer un petit peu ça. L'éducation, évidemment, c'est essentiel pour être responsable. Après, de temps en temps, c'est la politique ou l'approche que les parents ont parfois, hein, forcément, on est tous parents, de la carotte et du bâton. Donc il faut aussi de temps en temps punir. En Roumanie, on se pose parfois la question pourquoi les Roumains sont, certains d'entre eux en tout cas, pas éduqués quand ils sont en Roumanie, pourquoi ils sont si éduqués et si respectueux de l'environnement, par exemple, ou des lois, la législation, du code routier à l'étranger. Parce qu'il y a une notion aussi de j'ose pas faire parce que je sais que je serai puni. Ici, j'ose faire parce que je serai peut-être pas puni. Il y a des moyens de contourner la loi ou ces principes fondamentaux. Et la notion d'acquis, moi j'ai longtemps bénéficié en France de ces acquis. Et c'est un système qui est exceptionnel. Le système sécurité français et sécurité sociale est exceptionnel. Néanmoins, je pense qu'il faut aussi prendre en compte l'évolution démographique, sociale. Enfin, il y a des choses qui ont changé entre 1945 et 2018, 2019. Enfin, je veux dire, c'est plus la même chose. Ok, une entreprise, c'est quelque chose. Un hôpital, c'est autre chose. Une école, c'est autre chose. Mon épouse est professeure. Certes, mais la notion de gâchis, il n'y a pas besoin de faire du gâchis parce qu'on gère un hôpital ou on gère une école. C'est déjà ça. Ok, pas faire de profit, bien évidemment, c'est un service public. Mais pourquoi faut-il gâcher? Pourquoi faut-il dépenser 650 000 € pour mettre des guirlandes pour de Guyancourt? Pourquoi faut-il avoir des guirlandes dans Bucarest jusqu'au mois de février? Ça nous a coûté la peau des fesses. On est bucarestois. Pourquoi? C'est pour Noël, c'est le mois de décembre. Enfin, c'est aberrant. Parce que c'est pas mon argent. Donc je me sens pas responsable. C'est une notion impersonnelle, c'est à moi, c'est à personne. En fait, c'est pas à moi, mais c'est à personne. Ben si, c'est à tout le monde. Et tout le monde en pâtit à terme. Merci. Une dernière intervention.
Oui, on parle de fiscalité, de services publics, de retraite, de sécurité sociale. Comme ça a été évoqué, effectivement, il y a un taux d'imposition qui est très important en France, pour, que ce soit sur le travail, que ce soit sur les profits ou sur l'immobilier. Après, ça c'est la théorie. La pratique, c'est qu'on a des très grosses entreprises en France, je ne vais pas citer son nom, mais j'ai déjà évoqué un peu plus tôt, qui réellement ne payent pas d'impôts, parce qu'elles ont des systèmes de fiscalité qui leur permettent d'éviter les impôts, parce qu'elles font soi-disant des investissements. Mais le problème, c'est qu'en fait, il faudrait effectivement diminuer la fiscalité pour un certain nombre de PME, parce que c'est les entreprises qui poussent la croissance et qui créent les emplois. Mais les grosses entreprises qui réellement ne participent pas au budget de l'État parce qu'elles ne payent pas les impôts qu'elles devraient payer, ces entreprises-là, il faut leur retirer tout ce qui est niche fiscale. Parce que c'est pas normal. Ok, d'accord, l'entreprise, elle s'est bien débrouillée, elle a fait des profits à l'étranger, mais tout ce qui rentre en France, que ce soit imposé correctement. Et ça, c'est une des clés du problème. Si on retire tout ce qui est évasion fiscale, on diminue le déficit de l'État en grande partie. Et ça, c'est un... Tu as le micro en bas. Bien, d'abord, comme on s'approche de la fin, je voudrais le dire avant de me laisser emporter par ma passion. Vous avez compris que j'aime ce que je fais. Je voudrais vous remercier. Hein. C'est un des débats de grande tenue que j'ai eu. Hein. J'ai beaucoup apprécié la façon dont on a débattu ce soir, la capacité à s'écouter, et puis la préparation. Ceux qui avaient fait leur devoir, qui venaient ici, on sent que vous aviez réfléchi, et c'était vraiment agréable pour l'élu que je suis d'être pas forcément en accord, mais au moins en respect mutuel. Je voudrais revenir sur deux petites choses. D'abord sur les retraites. Voilà, on s'est engagé à le faire. On s'y est pas encore mis, mais on s'est engagé à le faire durant ce mandat. Ce mandat, on peut nous faire beaucoup de reproches. On s'est plutôt engueulé parce qu'on fait ce qu'on avait dit que parce qu'on le fait pas. Donc les retraites, c'est extrêmement difficile. Alors on va faire, sans faire de technique, on va passer à un système qui sera plus à répartition, mais qui sera à points, parce que c'est un système qui est plus durable, parce il suffit de réadapter le point. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dire qu'on veut bien gérer, dire qu'on veut adapter un système, ça ne veut pas dire qu'on veut oublier la solidarité. Ça ne veut pas dire qu'on veut oublier la solidarité, c'est pas du tout ça. Ça veut dire qu'on a un système qui n'est plus adapté, il faut le réadapter. C'est extrêmement compliqué, il y a de l'humain, comme vous dites, donc on ne fait pas ça en 2 minutes. C'est des réformes qui doivent prendre du temps, mais qui doivent être faites de manière courageuse. Voilà, je voudrais le dire aussi, c'est un mot dont on a beaucoup parlé d'éducation. Il y a une petite réforme qui pour moi est très importante, dont personne ne parle, mais depuis 1 an et demi, les savoirs fondamentaux, il y en a un 4e dans l'éducation nationale française. On disait jusqu'à présent... éduquer, instruire, disons, c'est lire, écrire, compter. Et depuis 17 mois, c'est lire, écrire, compter, respecter. Et évidemment, c'est des symboles, c'est des choses qui ne sont pas très importantes, mais c'est par là qu'il faut démarrer, quoi. C'est-à-dire maintenant, ça fait partie des apprentissages de base de la République française, c'est lire, écrire, compter, respecter. Donc, voilà, on essaye je ne crois pas que parce qu'on essaye de mieux gérer, de faire attention, qu'on est forcément dans des logiques qui sont des logiques de profit. C'est différent. Moi, j'ai été 15 ans dans la vie, dans ce qu'on appelait les non-profit. Je pense que j'étais le même. Je gérais de la même manière que ce que j'ai fait après quand j'étais dans des usines. Voilà. Après, il y a 2 notions qu'il faut séparer. C'est la notion de transparence. Je pense qu'on a un État qui est quand même qui a un niveau de transparence qui est satisfaisant. Je vais être très précis. Je te mets au défi de me dire un chiffre de l'État français que tu ne peux pas trouver en 3 clics. Voilà, il est transparent. C'est-à-dire, il ne cache pas. Que ce soit compliqué, que chaque député, qu'il y ait des députés qui sont un peu flemmes, voilà, parce que on fait un rapport pour avoir son nom sur le rapport, puis bon, on fait autre chose. Voilà, ça, je suis d'accord. La fonction de contrôle du député, là je suis cash. Je suis d'accord. Pour moi, il y a des choses qui sont de l'ordre du scandale quand je lis des rapports budgétaires qui ont été faits avec moi. Mais il ne faut pas le mettre. Voilà, il y a des gens qui font un rapport budgétaire parce qu'il faut le faire. Mais
qui ne posent absolument aucune question. Il y a un truc qui est simple, c'est le taux d'encadrement. On le trouve, ce dont tu parles. On le trouve, c'est-à-dire, c'est pas l'hôpital qu'on critique, c'est pas l'hôpital qui dépense trop. C'est ça. C'est le nombre de personnes qu'il y a au-dessus de l'hôpital, hein, pour faire que l'hôpital ait la liberté d'agir, qui fait que, donc c'est pas tout faire, c'est pas ça. C'est ça que je parlais. C'est ça. Et ça, c'est des chiffres qui sortent. C'est des chiffres qui sortent parce que, alors, moi, il y en a un que je connais bien, c'est l'Institut français sur mon coût de l'Institut français. Je reprends. Bon. Coût de l'Institut français sur montant que l'Institut français répartit. C'est 32 millions sur 64 millions.